Alors bonjour, donc nous allons parler du genre. Alors, pas du tout. Tu es un peu seul. Vous êtes au meilleur débat. Pas du tout. C'est vrai, vous êtes au meilleur débat. Alors, non, je dis parler du genre parce qu'on a un petit peu préparé et en fait, on s'est rendu compte qu'en peut-être vers 21h, 22h, on aurait fini. Alors voilà, on va essayer d'être plus concentré que ça. Alors, nous avons, pour parler du genre, et je vais vous présenter très sobrement, et puis après, vous développerez un petit peu ce que vous faites et pourquoi vous êtes là, en fait, en définitive. Pourquoi vous venez parler du genre. Sachant que je précise un tout petit peu le genre. Le genre, ce n'est pas le binaire. Un peu plus fort, s'il vous plaît. Est-ce que ça va, là ? Bon. Il y a un micro, il faudrait... Ouais. Alors, donc il faut parler dans le micro, c'est ça. Alors, donc le genre, parce que ici c'est très fort en fait. Ouais, c'est une fête à neuneux en fait. Vous savez, quand on a juste les baffles à côté. Le genre, oui, c'est quelque chose qui est plus compliqué que la simple opposition homme-femme, hein, même si c'est quand même très très important. Il y a tout on va dire un arc-en-ciel, hein, puisque c'est LGBTQIA+, plus homme-femme. Hein. Donc, ça veut dire lesbienne, gay, bisexuel, transgenre, queers. Je me tourne, mais tout ça va être précisé. Intersexe et asexuel, plus, tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut, parce que c'est tout ce qu'on veut, c'est pas une question seulement sexuelle, c'est une question d'identité. Hein. Donc c'est là-dessus qu'on va discuter, entre autres. Mais d'abord, donc, qui est ici sur ce petit panel ? Donc, Pascale Collisson, qui est journaliste, qui est enseignante à l'IPJ, mais qui fait plein d'autres choses. À côté, nous avons donc Béatrice Denins, ici, qui fait plein de choses. Oui, elle va vous dire, parce qu'en fait, elle est très, très active. Elle ne fait pas que du tricot. À ma droite, Pauline, qui vient de l'AFP. Oui, pardon, elle a un nom. Bah oui, mais vous savez ce que c'est. Vous savez ce que c'est le genre. Hein, donc, je suis tombé à. Et puis, Medjaline Miri. Hein, qui est journaliste de sport, pigiste, et qui s'occupe, vice-présidente ou présidente d'une association de journalistes de sport. Oui, vice-présidente de l'association des femmes journalistes de sport, exactement. Eh bien donc, développe un petit peu sur... Je commence ? Ok, ouais. très bien. Est-ce que déjà il y en a parmi vous qui veulent être journalistes de sport ou pas du tout ? D'accord, je vois deux mains. Est-ce que vous êtes des femmes ou des hommes ? Je ne vous vois pas, je vois pas vos visages. Vous êtes deux filles. Très bien, parfait. Surtout, vous n'hésitez pas à venir à la fin du débat pour qu'on échange. Ce sera avec grand plaisir. Du coup, l'association, pour vous dire quelques mots, à ce propos, s'est créée l'année dernière, en fait, en octobre dernier, avec Laurie Delostal, que vous connaissez peut-être, qui a travaillé longtemps à Canal+. On a adhéré toutes les deux à l'association Prenons la Une. Je ne sais pas si c'est une association que vous connaissez. En fait, le journalisme de sport a ce site particulier qu'on ne représente que 10% des rédactions, là où dans le journalisme de manière générale, on est à peu près à la parité. Je crois que c'est 49-51 ou 48-52 selon les chiffres de la carte de presse. Cette ultra-minorité a des conséquences sur les comportements de nos collègues. On travaille dans un domaine, le sport, qui a été créé par et pour les hommes. Voilà, une compétition... femelle serait inesthétique, inappropriée, etc. Tout ça, c'est Pierre de Coubertin il y a 130 ans. Donc, le sport a été créé par et pour les hommes. Ces 130 dernières années, les femmes ont tout fait pour pouvoir être des athlètes, des arbitres, des dirigeantes, etc. Et aussi pour pouvoir commenter, analyser le sport. Donc on a créé cette association en octobre dernier. En fait, avec Laurie, on ne se connaissait pas du tout et on s'est dit, on vit des choses vraiment particulières. Donc,
peut-être que Prenons la Une ne va pas être l'espace pour avancer sur ce qu'on vit. Quasiment toutes, on a été victimes ou on a vu du sexisme dans les rédactions. Alors ça va de la petite phrase, de la petite blague, du collègue blague, je mets des guillemets, au comportement franchement inapproprié et ce qui est pénalement répréhensible. J'imagine que vous avez entendu parler du documentaire de Marie Portolano, des témoignages un an auparavant de Clémentine Sarlat, Tiffany N et Andrea Decodin, avec des choses qui sont extrêmement choquantes. Et donc en octobre-novembre, on se dit bon, en fait, il faut créer une association spécifiquement là-dessus. Laurie travaillant avec Marie, on a su qu'il y a un documentaire sur le journalisme de sport qui allait sortir, sur la condition des femmes dans le métier, qui allait sortir 2 mois après, ou 3 mois, on ne savait pas trop à ce moment-là, on ne savait pas quel passage allait être coupé, etc. Et puis finalement, on a su que ça allait sortir fin février. Du coup, on s'est dit, on va parler publiquement de notre association, de la création de notre asso à ce moment-là. On a fait un texte qu'on a proposé au Monde, qui est paru sous la forme d'une tribune, qui a été signée par plus de 150 consoeurs, et qui est paru le matin même de la diffusion du documentaire. Vous savez à quel point le documentaire a fait parler de lui. Et voilà, c'est dans la foulée que l'association... du coup, a été révélé qu'il y a eu beaucoup de monde, beaucoup de nos consoeurs qui ont adhéré, et notamment des étudiantes. Je tiens à le dire, on a tout de suite décidé de s'ouvrir aux étudiantes parce qu'on sait qu'elles sont particulièrement victimes d'un certain nombre de choses dès les recherches de stage. On sait qu'il y a des jeunes filles qui tout de suite se disent le sport, ça m'intéresse, mais peut-être que j'aurais plus facilement ma place dans la rédac sur les questions sociales, par exemple. Ça va peut-être être plus simple. Moi, je regarde un peu moins la Ligue 1 que tel pote qui est complètement fan de Guingamp et qui va voir tous les matchs depuis qu'il est petit, etc. Donc, on sait que ça peut se produire. Et donc, parmi les volontés de l'association, il y a le fait d'être des rôles modèles, de venir devant les étudiantes, justement, et de leur dire mais c'est un métier trop cool, en fait, on s'éclate trop à le faire. Donc, surtout, lâchez pas l'affaire et venez le faire avec nous. Ça va être trop bien. Si on a le temps, je vous raconterai quelques anecdotes sur le journalisme de sport qui valent vraiment le coup, notamment le cul qui boit. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et je vous en parlerai plus tard. Voilà, donc ça fait partie des combats de l'association. Il y a aussi la volonté de créer un observatoire scientifique pour se compter, parce qu'en vérité, en fait, on ne sait pas exactement combien on est dans le métier, combien on représente. Tout ce qu'on sait, c'est autour de 10% dans les rédactions sont des femmes, et 13%, c'est un chiffre qu'a sorti le CSA en janvier dernier, c'est le temps de parole des femmes sur le sport, à la télévision et en radio. Donc on est ultra minoritaire. Quand on nous dit mais si, il y a des femmes journalistes de sport, c'est celles qu'on voit à la télévision, qui font du 36 et qui sont très jolies. Est-ce qu'il y a de la place pour les autres? A priori, non. En tout cas, c'est ce qu'on constate. On constate qu'il y a très peu de femmes qui font du commentaire sportif, qui sont dans l'analyse technique, surtout quand elles n'ont pas été anciennement sportives de haut niveau, mais ça, c'est bien des consultantes. On constate qu'il y a très peu de femmes à la direction du sport. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là qu'on veut réussir à changer via l'association. Je vais passer la parole à mes collègues pour ne pas monopoliser la parole, mais voilà, c'est pour dresser un premier tableau. Non. Alors, donc, puisqu'on était dans la formation, Pascal Collisson, alors parce que je ne me ferai pas avoir 2 fois, Pascal Collisson, donc, qui est formatrice, en fait, et donc qui va nous parler un petit peu de qu'est-ce qu'on fait sur la question du genre. Merci, Marc. Alors, je regarde déjà, parce que en général, dans ces débats-là, il y a 99% de femmes. Et là, je trouve qu'il y a pas mal de personnes du sexe masculin ou du genre masculin. C'est très encourageant. Merci à vous d'être là. Donc, je vais vous expliquer d'où je parle, parce que je pense que c'est important de le dire. J'ai fait une école de journalisme pas loin d'ici du tout, à quelques centaines de mètres. Je vous parle d'un temps, c'était un IUT. J'ai ensuite été journaliste pendant 25 ans dans différentes rédactions, plutôt presse écrite et web, et sur les questions plutôt spécialisées économiques et sociales. Et c'est comme ça que j'en suis venue à m'intéresser à la question de l'égalité professionnelle dans les entreprises. Mais évidemment, je ne me posais jamais cette question-là dans les médias, parce que nous sommes des gens formidables.
On fait un métier formidable, on est des humanistes et dans le camp du bien. Donc, à partir de là, il n'y a pas besoin d'interroger nos propres pratiques. Donc, ces débats qu'on va avoir là, je ne les ai jamais eus ni à l'école, ni dans toutes les rédactions où je suis passée. Je suis passée à Bayard Presse, je suis passée à Paris Match, j'ai pigé pour l'Express, pour le Parisien, enfin voilà. Et un jour, je suis tombée sur une étude de la représentation des femmes dans les médias, il y a longtemps, après 15 ans de pratique, et j'ai vu les chiffres et je ne les ai pas crus quand j'ai vu que 85% de l'expertise était tenue par les hommes, effectivement on cite le prénom des femmes beaucoup plus que celui des hommes, 5 fois, le métier des hommes 15 fois plus que celui des femmes. Et à 80%, les femmes sont citées comme victimes ou témoins dans le contenu de l'info. Je ne l'ai pas cru. Je me suis dit, c'est n'importe quoi, je le saurais, on sait bien faire ce métier, on nous a appris la déontologie, l'équilibre des sources, patin couffin. Et j'ai commencé à regarder un peu les médias autrement. Et là, j'avoue, je suis tombée dans un grand trou noir dont je ne suis toujours pas sortie. Aidez-moi, s'il vous plaît. J'aimerais bien que ça bouge et que ça bouge plus vite. Parce que ça bouge, mais ça bouge hyper lentement. On y reviendra. C'est-à-dire qu'il y a des positifs, mais encore tellement de choses à faire et tellement de résistance qu'on s'épuise. Mais bon, je suis tombée dedans. J'ai adhéré à une association qui n'existe plus, qui a été créée en 1980. Je tiens à lui rendre hommage, l'Association des femmes journalistes, dont j'étais la dernière présidente, à bout de souffle, parce que elles se sont toutes épuisées à essayer de faire monter des sujets qui n'avaient absolument aucune visibilité. Et quand, effectivement, des jeunes femmes historiquement, c'est Claire Allais qui, Alternative Éco, a fait un dossier sur l'égalité professionnelle et qui s'est intéressée à la question des médias et qui s'est dit, mais mon Dieu, quel trou noir. Voilà, ça a été à l'origine de la création de Prenons la Une, donc j'ai un petit peu participé aux réunions préliminaires et j'ai considéré qu'il était temps de passer un peu la main, en tout cas de ce point de vue-là. Donc je ne suis plus dans une association, je suis aujourd'hui dans une école depuis 9 ans, responsable pédagogique à l'IPJ Dauphine PSL, puisque c'est le mot en entier qu'il faut prononcer. Donc une école au cursus reconnu qui a intégré l'Université Paris-Dauphine en 2011. Et là, je me suis dit, ce serait quand même intéressant, justement pour les futurs journalistes, que seront mes étudiants et mes étudiantes, de porter un petit peu ces questions. D'abord, sur la production de l'information. On forme les futurs journalistes à la production d'information et donc avoir conscience de ces stéréotypes, de ces biais pour effectivement caractériser les personnes et les faits pour ce qu'elles sont et non pas par rapport à ce que l'on projette sur elles. Ça me paraît être l'essence du métier, sauf que le mot stéréotype, encore une fois, je ne l'avais jamais entendu avant beaucoup d'années. Donc ça, c'est un premier champ et j'y reviendrai parce que je pense que c'est intéressant de voir aujourd'hui les débats entre les étudiants et les étudiantes sur les questions de stéréotypes, sur les nouveaux enjeux effectivement du genre et d'autres questions. Ça, c'est pour la production de l'information. Ensuite, il y avait la question des personnes dans les rédactions. Et ça, c'est un vrai sujet. Alors déjà, des personnes dans nos écoles, parce que les écoles de journalisme ne sont pas exemptes de ces questions. Donc, commencer à travailler sur les risques en interne de sexisme, de racisme, d'homophobie, etc. Et donc, je pourrais en reparler un peu plus longuement si vous le souhaitez. C'est-à-dire que j'ai commencé la bonne technique, c'est qu'en face de vous, vous avez le déni, y compris de personnes qui sont persuadées qu'elles font bien, qui ne sont pas volontairement sexistes, racistes, mais le sexisme ordinaire, le racisme ordinaire, les petites blagues. Alors, je vous rassure, on a toujours beaucoup d'humour, mais franchement, et mes étudiantes ont beaucoup d'humour. Mais on essaie d'apprendre à comment rire avec et non pas rire de, ce qui est toute la petite subtile différence. Voilà. Et donc, j'ai commencé par faire un questionnaire aux étudiants, aux étudiantes, mais aussi au personnel, aux intervenants, aux intervenantes. Accessoirement, les intervenants, les intervenantes. Dans les écoles, en radio, on avait que des hommes. Enfin, voilà, des petites choses aussi à dire là, de ce point de vue-là en tant que rôle modèle. Et pour questionnaire anonyme, pour faire remonter effectivement des informations et savoir comment on pouvait agir. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y avait pas des viols tous les jours dans notre école. On n'était pas des horribles, mais effectivement, on a quand même décelé un certain nombre d'éléments qui relèvent de ce qu'on appelle l'ordinaire, les petites choses, mais qui plombent la confiance en soi, et puis des assignations, beaucoup d'assignations. On est en journal école, c'est forcément un garçon qui va s'occuper des pages sport, c'est plutôt une fille sur la santé et l'éducation, etc., etc. Donc on a commencé à travailler en interne déjà sur nous-mêmes, parce que je vous assure que c'est un boulot quotidien, y compris pour moi-même, tout le temps. J'apprends beaucoup de mes étudiants et de mes étudiantes encore cette année sur la façon dont je m'étais exprimée à propos d'une catégorie de personnes et on m'a fait remarquer que ce n'était pas forcément approprié et je pense qu'ils et elles avaient raison.
Et puis, on a beaucoup travaillé aussi sur les étudiants entre eux, parce que les étudiants et les étudiantes entre eux, parfois, c'est pas non plus, même s'ils sont jeunes, ils sont formidables, voilà, il y a encore des petites choses quand même sur lesquelles il faut avancer. Sur nos intervenants, nos intervenantes, très compliqué dans une école, parce qu'en fait, on a à peu près entre 100 et 120 intervenants et intervenantes extérieurs. Certains donnent 2 heures de cours, d'autres 300. Et comment amener tout le monde à réfléchir à ces questions-là, c'est pas simple. J'y reviendrai aussi, parce que ça fait partie de notre grosse difficulté, c'est-à-dire au-delà du one-shot, comment on inscrit dans la durée ces questions, comment on ne lâche jamais, comment on est en vigilance constante. Et c'est très fatigant, et on a l'impression qu'il faut toujours recommencer. Et puis, et j'en finirai là parce que je vais laisser la parole aux autres, il y a quelques années, suite à une étude que l'on a faite avec Sandy Montagnola, qui est en charge du journalisme à Lannion, et avec Denis Ruellan, qui est enseignant-chercheur au CESA, on a fait une étude dans toutes les écoles de journalisme pour savoir comment elles prenaient en compte ces questions, tant sur le rapport aux personnes que sur le contenu de la pédagogie. On a publié en 2018 les résultats que vous trouverez en ligne sur le site de la CNMJ, la Conférence nationale des métiers de journalisme, l'intitulé Hommes-Femmes, mode d'emploi, et on revient sur cette étude qui est juste totalement catastrophique, il faut le dire. Alors on n'a pas fait de name and shame, mais qui montrait que les écoles en fait étaient dans un déni assez grand par rapport à ces questions, parce qu'encore une fois, tout est naturel. Quand on disait, mais est-ce que les étudiants et les étudiantes ont la possibilité de révéler ce qui se passe dans les écoles, on nous disait, mais ils savent qu'ils peuvent venir nous voir, la porte est toujours ouverte, il n'y a pas de souci, sauf qu'on sait très bien qu'en fait, si vous ne faites pas savoir que c'est possible, si vous ne mettez pas en place des procédures à la fois transparentes qui garantissent la protection de l'anonymat, non, il n'y a rien d'évident. Et quand on leur demandait s'ils échangeaient avec leurs intervenants et intervenantes journalistes sur ces questions, la réponse aussi, c'est mais de toute façon, on partage les mêmes valeurs. Et en journalisme, quand vous avez mis le mot valeur sur la table, c'est bon. Le boulot est fait, il n'y a plus rien à faire. Donc, à l'issue de cela, la CEJ, la Conférence d'école de journalistes, qui rassemble les 14 cursus reconnus, nous a demandé à Sandy Montagnola, que je tiens à saluer ici, parce qu'elle vient de sortir un bouquin qui s'appelle « Genre et journalisme », je vous invite à le lire, il vient de sortir. On a été missionné pour essayer de réfléchir avec les écoles sur ces questions et les accompagner, effectivement, tant sur les procédures en interne que sur la pédagogie à l'intérieur des cursus. Voilà, c'est l'archi-résumé, mais je fais, comme l'a dit Marc, encore beaucoup d'autres choses. Oui, on ne saura pas tout. Alors ça, c'est côté formation. Mais qu'est-ce qui se passe aussi dans ces fameuses entreprises de presse et par exemple à l'AFP, où j'ai reçu d'épais rapports, donc je pense qu'on peut peut-être en parler un petit peu. Suspense Pauline insoutenable. Talagrand. Donc je m'appelle Pauline Talagrand, donc moi je représente l'agence France Presse, une maison que j'adore et qui est responsable quand il y a une erreur d'une catastrophe en chaîne terrible, puisqu'elle est reprise par tous les médias. Comme vous le savez, l'agence de presse, c'est aujourd'hui en France le premier grossiste en information. Et donc, on a une responsabilité. C'est important, d'habitude, on me dit toujours que je parle trop fort. J'ai un peu peur de vous casser les oreilles. Ok. Faut vraiment parler dans le micro. Ok. Donc moi, je travaille à l'AFP. L'AFP, comme vous le savez, c'est le premier grossiste en information en France. Et une information qui est envoyée par l'AFP est reprise massivement par tous les sites internet, les titres de presse, les radios, les télés, et aussi à l'extérieur de nos frontières. Donc de ce fait-là, on a une responsabilité chevillée au corps et un devoir d'exemplarité, en fait, par rapport à tous nos collègues, je pense, et aussi de prescripteurs, à la fois en termes éditorial, mais aussi en termes plus largement d'expertise, c'est-à-dire qu'une femme chez nous, ou quelqu'un qui est différent et qui n'est pas le bon client habituel des chaînes de télé, a toutes les chances, quand il est dans une dépêche ou quand elle est dans une dépêche AFP, d'être interrogée à son tour. Moi, à l'époque, et c'est le message aujourd'hui que je veux vous lancer, parce que majoritairement, vous êtes des étudiants, c'est vous dire qu'en fait, la responsabilité, elle incombe certainement aux autorités, aux instances hiérarchiques, aux ressources humaines, mais d'abord aux journalistes, parce que c'est eux qui font le journalisme, et c'est eux qui pourront faire bouger le journalisme et les rédactions. Donc moi, à l'époque, j'étais à la police, un poste qui n'avait pas été occupé par une femme depuis la création de l'AFP.
Mais c'était pas tellement difficile d'être la première parce qu'on est un peu vu comme une curiosité. Mais en revanche, il y avait les violences contre les femmes, en fait, dont je rendais compte. En tout cas, j'espère de la manière la plus exhaustive possible. Et parfois, en fait, ça a été très mal utilisé. Il y avait drame passionnel, crime passionnel. Et le pire pour un agencier, c'est d'avoir ses initiales en bas d'une dépêche mal foutue. D'accord ? Et donc, j'ai commencé à ruminer. Puis on a ruminé à plusieurs. Et donc, il y avait ma collègue Aurélia N qui était en face de moi, qui, elle, avait fait une super enquête sur les avocates, mais pas de photos. Que des photos de top modèles en robe d'avocate. C'est-à-dire, elles avaient toutes des cascades de cheveux, des talons hauts, je ne sais même pas comment elles pouvaient marcher avec, de dos, parce qu'il ne fallait pas trop qu'on la reconnaisse non plus. Et on s'est dit, ça suffit. Ça suffit. Prenons la Une avait déjà commencé à déblayer un peu le terrain. Donc, on a pris notre courage à deux mains. Et on est allé voir la grande directrice de l'information, Michèle Léridon, qui nous a brutalement quittés il n'y a pas très longtemps. Et on ne sera jamais... Enfin, c'est terrible de parler d'elle au passé parce que c'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour la cause des femmes. 10 ans avant, elle avait monté un collectif avec des femmes journalistes à l'AFP pour demander à ce que les femmes soient nommées à des postes de responsabilité. Et elle nous a donné, à Aurélia et à moi, la mission d'aller sonder la rédaction. Et ça a été difficile parce que je pensais qu'on donnait des évidences et comme l'a dit Pascal, ça n'en était pas. Et donc on a expliqué pourquoi la féminisation c'était important, pourquoi la manière de prendre en photo les femmes, elle devait changer parfois, pourquoi on regardait toujours les plus belles dans un auditoire et pas forcément celles qui avaient quelque chose à dire. Voilà, tout ça, on a fait un gros travail, un rapport, on a édicté des recommandations. Et la directrice des informations a endossé toutes les recommandations. Aujourd'hui, son travail est poursuivi par son adjointe, qui est aujourd'hui rédactrice en chef centrale, par le nouveau directeur de l'information, Phil Chetwin. Et c'est important de venir encore aujourd'hui, parce que je vous dirais que malgré toutes les recommandations qu'on a faites, malgré une représentation des femmes à des postes de responsabilité, je pense, une des meilleures de la presse française, la pandémie a donné un coup d'arrêt à ces débats. Aujourd'hui, en fait, on pensait que certaines recommandations, certains débats étaient tranchés. On les a mis dans le manuel de l'agencier. C'est endossé par toute la hiérarchie de l'AFP, enfin, en tout cas, une grande partie d'entre elles. Et la pandémie a été terrible pour toutes ces réflexions, à la fois sur les femmes, sur le genre, sur comment on représente la population française, la population à l'étranger dans toute sa diversité. Alors ça fait un peu galvauder la diversité, mais en fait c'est sortir en fait de l'institutionnel, des puissants qu'on nous donne à voir, nous journalistes, via des communiqués. C'est sortir des chemins battus. Et finalement aujourd'hui, moi, si je viens aujourd'hui ici, je suis aussi moi-même un peu fatiguée de devoir répéter la bonne parole tout le temps, mais c'est de vous donner aussi le bâton du relais, en fait, et vous dire que individuellement on peut faire changer les choses. Je pensais jamais en février 2017, quand on est allé la voir, elle allait être d'accord. Bon, on a été un peu aidés. Il y a eu l'affaire Weinstein. Mais donc c'est vrai qu'après voilà, il y a eu une dynamique qui est née à la rentrée 2017, mais elle est retombée. Et il faut la garder vivace. Et voilà, c'est tout le sens de nos débats. Et je vous jure qu'on veut vous entendre parler, mais on veut que vous nous challengiez. Donc on essaye de vous donner le maximum de détails sur nous. Mais voilà, enfin vous dire que vraiment, c'est au niveau individuel aussi que ça se joue. Et à titre personnel, moi, si j'avais pas fait ce rapport, je n'aurais pas pris forcément la décision de devenir chef. C'est un métier qui me plaît beaucoup, parce que je donne la chance à d'autres gens, parce que je repère des nouveaux talents et parce qu'aujourd'hui, on peut faire entrer en vigueur des choses qui nous auraient été refusées par des gens qui sont moins éclairés. Donc c'est à nous de prendre le pouvoir. Bien. Alors, Béatrice, est-ce que tu Béatrice Denas, tu ne vas pas prendre le pouvoir, puisque tu n'es plus vraiment à Radio France comme tu l'as été longtemps, puisque tu as été secrétaire général de France Info, je résume là aussi, et médiateur de Radio France. Mais donc tu connais bien la maison, et cette maison qui est là aussi un petit peu comme l'AFP, qui est une maison qui se veut un peu exemplaire quelque part, enfin qui se dit exemplaire en tout cas,
Est-ce qu'elle l'est vraiment? Alors bonjour à toutes et à tous, on va faire comme en radio. Alors petite précision d'ailleurs, puisque tu dis que j'étais médiateur, donc je pense que vous le savez maintenant, enfin pas mal le savent, donc j'ai eu un avant et un après. Donc avant j'étais Bruno Denas, maintenant je suis Béatrice Denas. Et c'est d'ailleurs intéressant parce qu'en fait j'ai malheureusement dû attendre la retraite que j'ai prise dès que j'ai pu, 62 ans. Heureusement j'ai en plus plein de congés à prendre. Mais parce qu'en fait pour faire ma transition, donc je suis une personne trans hein, comme on dit, parce qu'en fait, dans cette belle maison qui est Radio France, il y a un peu comme toi pour l'AFP. Enfin, quand on est à Radio France, franchement, c'est une superbe maison, mais qui, par rapport, par exemple, à la transidentité, n'en parlait jamais. Alors, c'est vrai qu'en tant que médiateur, maintenant je préfère dire médiatrice, des 7 antennes, tout le monde me connaissait et c'était inimaginable que du jour au lendemain, en effet, Bruno devienne Béatrice. Enfin, je m'en sentais pas le courage. Depuis, heureusement, ça a changé parce qu'avec Sybille Veil, avec qui je m'entendais bien, puisqu'en tant que médiatrice, j'étais très proche d'elle, forcément. Quand je lui ai appris, j'ai fait mon coming out après, c'est là qu'elle a pris conscience qu'en effet, il fallait changer les choses. Donc maintenant, il y a un référent. Et je me dis, c'est dommage parce qu'à 2 ans près, j'aurais pu continuer dans ce poste qui, pour moi, était certainement le plus beau poste que j'ai occupé toute ma carrière. Je n'y suis resté que 3 ans, mais ça devenait tellement intenable d'être dans le mauvais corps. Donc voilà, alors tout ça pour dire, on va revenir maintenant à une autre réalité, c'est que donc, j'ai été très longtemps secrétaire général de France Info, rédacteur en chef, on dira à l'époque, puis médiateur. Et en tant que secrétaire général, j'ai vu justement cette différence qui existait, ce manque de parité. Et c'est ça qui était passionnant. Enfin, c'est un boulot qui m'a mené d'ailleurs à un burn-out, pour tout vous dire, parce que je n'ai pas de moyens, je n'ai pas d'assistante, quoi que ce soit. Et je voulais vraiment faire bouger les choses. Et je suis fier de ce qu'on a pu faire, parce qu'en fait, petite anecdote rapide, Jean-Luc Hess, lorsqu'il était notre PDG, entre nous, pas forcément le meilleur, mais il avait voulu faire de la journée internationale des droits des femmes, donc en mars, une journée exemplaire sur les chaînes, et souhaitait que sur toutes les chaînes de Radio France, il y ait une parité à l'antenne. Et bon, ça partait d'un bon sentiment, hein. Et ça, là, alors j'ai dit, écoute, Jean-Luc, tu sais, pour moi, puisque forcément ça tombait sur le secrétaire général, il n'y a aucun problème, je ne vais même pas changer les plannings, parce qu'en fait, on avait réussi, et puisque je m'occupais des embauches, j'avais réussi à faire en sorte qu'il y ait vraiment une parité. On avait autant de présentateurs que de présentatrices à l'antenne, donc j'ai rien dû changer. Bon, mes amis de France Inter, que j'aime beaucoup, hein, eux, ils ont dû changer beaucoup de choses. Mais voilà, et je pense, enfin, je suis heureuse d'avoir pu faire ça parce qu'en fait, on en parlait aussi tout à l'heure, et on parlait notamment des postes à responsabilité, et j'avais permis aussi, on commençait à avoir pas mal de chefs de service, chefs 2FE, et où j'ai eu un peu de mal à faire avancer les choses, c'était que les chefs de service deviennent rédactrices en chef. Et là, il y a eu, bon, je pense que maintenant c'est peut-être un peu passé, mais il y avait encore ce manque de légitimité en fait que les femmes estimaient. Alors qu'un mec, on lui propose une promotion, c'est oui tout de suite, et il se posera la question, alors c'est méchant, c'est sexiste hein, ce que je dis là, mais souvent on se posera la question après de savoir s'il peut bien faire. En revanche, une femme, et à l'époque j'étais encore homme, notamment je pense à une qui maintenant est secrétaire générale de France Inter, quand je lui ai proposé un poste de rédactrice en chef, se posait plein de questions en disant est-ce que je suis légitime, est-ce que j'aurai les compétences, est-ce que je suis suffisamment douée, et elle l'était vraiment. Bon, à force, finalement, elle a progressé. Mais voilà. Et puis après, là aussi, pour faire un peu de teasing, par rapport à mon poste de médiatrice, c'est un poste passionnant parce qu'en fait, et c'est en ça que d'ailleurs, je ne vais pas faire de la pub pour mon bouquin, mais vous verrez qu'en fait, je suis femme depuis ma naissance. C'est samedi, hein, pour la signature. Samedi, vous venez, hein. Venez me voir, que je ne sois pas toute seule. Et donc, en fait, j'avais déjà beaucoup réagi en faisant avancer, j'espère, les choses, parce que c'est ça qui est génial, c'est que Radio France, on a des auditeurs, des auditrices, alors là, qui nous écrivent pour tout, parfois je dirais n'importe quoi, parfois injustement, mais beaucoup, et c'est là que j'avais saisi cette chance qu'on avait de recevoir des milliers de commentaires sur un peu tout. Bon, c'est un boulot phénoménal, mais il n'empêche que ça permettait de faire avancer la qualité des antennes, et notamment sur le sexisme, qui a vraiment été un combat que j'ai mené pendant les 3 ans que je suis resté là. Tout à l'heure, je vous donnerai des exemples, mais là aussi, on parlait de sexisme ordinaire, et c'est vrai que le sexisme ordinaire, alors sous le biais de plaisanteries à l'antenne, et France Inter n'est pas vraiment a priori une chaîne sexiste,
mais il y a des remarques. Je vais vous en citer même une, alors vraiment commune, mais quand il y a une grève à l'Éducation nationale, dans les titres, c'est « Et comment les mamans vont réagir demain? Comment vont-elles s'en sortir ?» donc c'est du sexisme ordinaire. Et puis j'ai plein d'autres exemples que je pourrais vous citer qui sont parfois drôles, mais il n'empêche que ça prouve qu'on a toujours cette mentalité en fait de raisonner, j'allais dire hétéronormée et surtout de manière masculine. Et ça, franchement, si bien que je faisais une lettre toutes les semaines qui était finalement très lue. Et en reprenant tout ce que disaient les auditeurs, toutes les remarques sexistes qui pouvaient exister, bon, il y avait aussi sur les fautes de français, mais là, en l'occurrence, ce n'est pas le sujet, mais il y en avait vraiment beaucoup. Et pour le coup, j'avais des réactions assez intéressantes de journalistes qui me disaient « Ouais, tu as raison, finalement. » Enfin, c'était pas moi, d'ailleurs, c'était les auditeurs et les auditrices. Et il faut qu'on fasse attention. Et là, je suis assez fier d'avoir réussi peut-être à faire prendre conscience de certaines choses de ce point de vue-là, parce que ça, vraiment, pour le coup, c'était vraiment important. Je voulais ajouter autre chose, mais je ne sais plus ce que je voulais dire. C'est pas grave, on va revenir là-dessus. Alors, donc, vous n'hésiterez pas, d'ailleurs, si vous avez des questions à poser. oui, parce oui. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous levez la main. Hein, n'importe quand. Oui, n'importe quand. Bon, on ne fera pas la parole à celle qui parle, hein, mais n'hésitez pas à vous manifester. Du coup, Si je voulais compléter un truc, oui. parce que je suis aussi, même si officiellement je suis à la retraite, je suis en fait enseignante dans une école concurrente. non, mais donc à l'école de journalisme de Sciences Po et aussi. Pourquoi? et conseillère pédagogique également. Et aussi pour vous dire simplement, parce que là, j'ai pas dû me battre, mais c'est vrai que j'ai dû beaucoup insister, ne serait-ce que par ma situation. Et quand je vois aussi, par exemple, je prends un autre exemple, dans Le Monde, où il y a 2 semaines, dans le supplément du Monde, là, le magazine, le M, il y avait un article sur la transidentité et le féminisme en Écosse. La journaliste qui ne parle que de transsexuels et de transsexualisme, donc qui sont quand même des mots, mais que nous, on déteste et qui n'ont plus cours depuis des dizaines d'années, tellement ça représentait une forme de psychiatrisation et une forme de stigmatisation. Bon, ça faisait plus d'1 an que j'en parlais, et j'ai enfin réussi à avoir ma masterclass, donc il y a simplement 3 semaines, pour justement aussi expliquer aux futurs... Enfin, ils sont déjà journalistes, hein, parce que vous êtes déjà journaliste en étant étudiant, mais aux étudiants et aux étudiantes de l'école, ce qu'étaient les transidentités, ce qu'étaient les genres, parce que là aussi, si on veut être crédible, alors je sais que c'est compliqué, on en parle depuis peu de temps, alors que ça existe depuis la nuit des temps, mais on en parle depuis peu de temps, et là, malheureusement aussi, dans le journalisme, c'est une chose qu'on ignore, et par méconnaissance, on ne va pas faire avancer la société, parce qu'en effet, ceux qui ont lu dans Le Monde transsexualisme, transsexuel, c'est des termes qui vont forcément utilisé en pensant que c'est dans le... Voilà, ça continue d'être utilisé. Non, ça n'est plus utilisé. Donc c'est ça qui est important. J'aurais donné tout un cours de vocabulaire aussi sur ce qu'il ne faut pas dire. Par exemple, je n'ai pas été transformé, je ne suis pas devenue femme, puisque je l'étais déjà. Donc voilà, il y a plein de petits points comme ça qui sont importants aussi à savoir. Et dans les écoles de journalisme, il faut aussi qu'on avance, parce que ce sont les journalistes qui vont contribuer aussi à faire évoluer, à faire modifier les réactions stéréotypées ou autres dans la société. Voilà, j'en ai fini, mais je reparlerai tout à l'heure. Oui, alors, en vous écoutant, je me dis qu'il y a une sacrée violence. Je veux dire, si les étudiantes, là, en face, je veux dire, est-ce que je ne suis pas sûr qu'elles aient encore envie de devenir journalistes? Si. Bon. Si. Bon, très bien. Alors, oui, parce qu'il y a un problème quantitatif, hein, qui est le nombre, le pourcentage, on va dire, de femmes, le rapport entre le nombre d'hommes et de femmes. Mais il y a la deuxième chose qui était un petit peu effleurée, qui est la question des responsabilités. Et ce qu'on appelle l'assignation. C'est-à-dire que, c'est ce qu'on disait, c'est les femmes, par exemple, ne feront pas le sport, elles feront la santé, etc. Est-ce que là-dessus, Pascal, tu as des éléments peut-être plus précis sur cette question d'assignation, ou peut-être à l'AFP, puisque vous couvrez un peu tout.
Alors, juste sur alors, 2 choses sur la formation à l'IPJ Dauphine, parce que je ne peux parler que de ce que je connais. Bien sûr. Et ce que je peux constater aussi dans les médias, puisqu'on on a beaucoup de partenaires médias, évidemment, du fait qu'on a une école, et on a beaucoup de retours, à la fois de nos étudiants et de nos étudiantes, et de nos anciens et de nos anciennes. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Donc, à l'école, déjà, encore une fois, caractérisons les faits. Il se trouve que c'est incroyable, mais voilà, il y a de plus en plus de jeunes femmes qui s'intéressent au sport, ou alors elles le disent, elles s'y intéressaient peut-être avant, mais elles n'osaient peut-être pas le dire, parce que ça c'est encore un autre débat. Et puis qui s'intéressent à la politique, parce qu'il n'y a pas que le sport. Il y a effectivement tout ce qui relève en général de la politique, de l'économie et du géopolitique, qui est plutôt en général le fait de chefs de rubrique. C'est ce qu'on appelait les rubriques nobles. Voilà, tout à fait, les rubriques nobles, absolument. Donc nous, ce qu'on constate effectivement dans les écoles, c'est que ça, le jeu, il est complètement renversé. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas plus de jeunes hommes que de jeunes femmes qui vont s'intéresser à la politique ou à l'économie. Donc en tout cas, dans la jeune génération, et puis le sport, oui, il y a encore une majorité de garçons, on ne va pas dire le contraire, mais il y a de plus en plus de jeunes femmes, ça c'est absolument certain, et qui revendiquent le fait de vouloir travailler. Donc je vous rassure, elles veulent y aller et il faut qu'elles y aillent, parce que je pense, alors moi j'ai un super message d'espoir, j'ai assez peu de foi en certains dirigeants et dirigeantes, parce que les femmes ne sont pas non plus exemples de certains biais des médias actuellement. Mais par contre, j'ai beaucoup confiance dans cette nouvelle génération. C'est-à-dire que de toute façon, si les écoles et les médias ne veulent pas bouger, à un moment donné, de gré ou de force, les organisations vont devoir avancer, parce que ces générations sont radicales dans le bon sens du terme, et moi je n'ai rien contre ce mot, c'est-à-dire qu'elles considèrent aujourd'hui qu'il faut mettre un peu en accord les valeurs que l'on prône et la situation que l'on vit, et la situation que l'on vit en tant que personne, elle n'est pas tout à fait celle qu'on veut bien vous raconter. Donc ce sont des générations qui veulent aller vite, parce qu'ils considèrent qu'aujourd'hui il n'est plus temps, les faits sont actés, les chiffres sont là, même si on n'a pas droit aux statistiques ethniques, on sait quand même caractériser les situations, y compris sur ce champ-là. Je vous invite à aller voir les travaux d'INED. Et donc, on sait exactement ce qu'il en est. Donc, à un moment donné, sur la notion d'expertise aussi aujourd'hui, 59% des détenteurs de master sont des femmes, puisqu'on considère que les experts, c'est plutôt des personnes diplômées qu'on invite sur les plateaux. Donc, je pense que la société, elle est là. Maintenant, il faut que ça se transforme. Donc, du point de vue des écoles, moi, je n'ai pas trop de soucis. Après, effectivement, dans les rédactions, les échanges qu'on a avec les médias, parce qu'on fait aussi un travail dans le cadre de cette mission CEJ, c'est de beaucoup échanger avec nos partenaires médias, principalement. Alors, on ne s'invite pas dans le contenu rédactionnel, parce que ce serait vu comme de l'ingérence. Les organisations doivent faire le travail par elles-mêmes. Par contre, en tant qu'école, on est responsable de nos étudiants et nos étudiantes. Donc, on les a énormément challengés sur le thème. Tous les ans, on ne va pas se le cacher, on a des étudiants et des étudiantes en stage, en alternance, qui nous font remonter des violences sexistes, sexuelles, racistes, homophobes. Et donc, nous, comment vous pouvez nous garantir que quand on envoie nos étudiants et nos étudiantes dans vos rédactions, ils soient protégés? Donc ça, pour le coup, on a des vrais débats en ce moment avec nos partenaires médias. Et effectivement, j'allais dire que la bonne nouvelle, c'est que c'est devenu un sujet, on en parle. Il y a des actions qui sont menées. Après, à voir. Moi, je reste encore une fois très prudente sur la réalité de ces actions et le changement radical que ça opère. Mais j'ai de plus en plus quand même de responsables dans les médias qui me disent faire des actions volontaristes. Par exemple, effectivement, je pense au rédacteur en chef d'un service sport qui me dit j'aimerais bien avoir plutôt une alternante. Alors, il me dit, je ne veux pas que tu m'envoies une fille pour envoyer une fille, mais je veux vraiment une fille qui aime le sport, etc. Mais je veux plutôt avoir une fille, parce que dans ma rédaction, j'ai encore quelques... Des gros bofs. Je te laisse la maternité de cette expression, mais voilà, des personnes d'un certain âge. Je ne fais pas de l'anti-agisme, mais il y a quand même parfois un lien de cause à effet qui sont dans elles sont plus drôles et les filles, elles ont plus d'humour, on peut plus rigoler comme avant, etc. Et il dit juste, moi en fait, je veux plus de filles juste pour qu'à un moment donné, ça s'inverse. Le rapport de force inverse, c'est que ces personnes-là, au moins, on ne les changera pas, il ne faut pas rêver, mais au moins qu'elles ne puissent plus s'autoriser
à dire cela, et du coup à empêcher aussi les jeunes femmes journalistes de faire pleinement leur travail, parce que quand vous êtes dans un environnement, il faut être clair, mais à un moment donné, quand on est manager, il faut être pragmatique. Quand les personnes sont mal, qu'elles se sentent dévalorisées, discréditées, voire pire, si elles subissent des violences, comment voulez-vous qu'elles fassent bien leur boulot aussi à un moment donné? Donc voilà, les maintenir aussi dans cette situation extrêmement désagréable, et Dieu sait si c'est un euphémisme, je vois pas, enfin ça participe pas du tout en fait finalement de la qualité du travail. Et il me l'a dit clairement, comme ça à un moment donné, eh ben, on va un peu renverser tout ça et je vais enfin avoir une rédaction du 21e siècle. Donc il y a des personnes comme ça qui sont absolument conscientes de ça et qui sont volontaristes. Il y en a d'autres où c'est plus compliqué. Donc oui, je sens à minima sur ces questions d'assignation des prises de conscience, mais comme l'a dit Pauline, hein, en fait on ne peut pas imposer aux personnes de penser autrement. Il faut que la réflexion elle vienne d'elle-même, et je pense que c'est ça le plus difficile. Alors oui, la question c'est est-ce que s'il y a plus de femmes aux responsabilités, est-ce que ça améliorera les choses? Parce qu'en définitive, désormais, on va dire que la parité est à peu près quelque part actée, enfin bon, sauf dans le sport. Ça, j'ai compris. Mais c'est la question de la responsabilité. Parce que là, c'est pas acté du tout. Hein. Le nombre de femmes au poste de responsabilité dans les rédactions, on en est très loin. L'AFP, je ne sais pas combien vous en êtes, mais... On est pas mal. Ah, parfait. Mais vous êtes parfait, vous aussi, c'est vrai. Non, on n'est pas parfait, malheureusement, mais nos erreurs coûtent cher, et nos approximations aussi. Alors non, nous, on est déjà, sans parler de chefferie, il y a 60% d'hommes et 40% de femmes, donc déjà. Et en management, tout compris, mais ça, c'est lissé parce que vous savez qu'on est sur tous les continents. Mais a priori, le chiffre médian, c'est 66% d'hommes managers contre beaucoup moins, 34% pour les femmes. D'accord. C'est quand même 2 tiers, 1 tiers. Hein. Ça tient compte surtout des rédacteurs en chef. C'est-à-dire qu'en fait, le vrai problème, il est dans la rédaction en chef, pas sur la hiérarchie intermédiaire. Les femmes commencent à arriver, mais le problème, c'est qu'on paye aujourd'hui les retards de carrière d'hier. C'est-à-dire que les femmes qui n'avaient pas cheffé avant vont forcément moins se sentir légitimes à prendre une rédaction en chef. Alors oui, évidemment que ça aide d'avoir des femmes, d'avoir des gens différents, d'avoir des vécus différents, d'avoir des orientations sexuelles différentes. Enfin, évidemment, le fait d'être différent de la masse, ça aide. Ça suffit pas. Ça suffit pas parce qu'on est surtout le fruit d'une époque et quand on est femme, on n'est pas immunisé contre les biais, malheureusement. Donc, et souvent, même je vous dirais que l'argument qui est des fois donné sur des erreurs dans la copie, c'est « mais regarde, c'était 2 femmes qui ont signé ». Oui, mais non, en fait. Parce que même moi, enfin, je veux dire, au début de la réflexion en 2017 et aujourd'hui, en travaillant sur ces sujets, j'ai évolué sur plein de choses. C'est-à-dire que des choses, des réflexions, des manières d'agir, de sources à l'époque... ça faisait partie des risques du métier, on va dire. Aujourd'hui, je pense que je serais beaucoup plus désagréable. On évolue. Et je pense qu'aujourd'hui, on est poussé à changer. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des rôles modèles à l'AFP. Donc, je vous parlais de Michel Léridon, il y a Sophie Huette, il y a Annie Thomas, il y a Christine Buagéard. C'est des gens qui, aujourd'hui, des femmes fortes, qui ont des très gros postes, des très grosses responsabilités et qui, comme vont le démontrer, toutes ces femmes qui vont être... un peu rendues visibles par l'association de Mejdaline, vont montrer qu'en fait, la compétence, il n'y a pas de problème. Moi, elles l'ont déjà montré, c'est-à-dire que nous, il y a 10 ans, ce combat-là a été lancé. Aujourd'hui, on sait qu'une femme à l'AFP peut faire aussi bien qu'un homme, voire mieux, pour certaines. Mais il fallait maintenant entrer dans le combat éditorial, c'est-à-dire que passer la recomposition des équipes, l'ambiance dans la rédaction, il faut passer au rédactionnel, c'est-à-dire que donner aux journalistes en fait des manuels, des lignes directrices, des règles éditoriales, des choses très claires, parce qu'en fait, il y a aussi beaucoup de peur de mal faire, et donc il faut aussi donner des guidelines, comme on dit nous à l'AFP, des référents, des gens sur qui se reposer pour que les erreurs soient pas faites. Après, les expertes, vous l'avez vu pendant le Covid, il y en a, elles ont disparu. C'était compliqué aussi pour nous. Le CAC 40, on ne peut pas le changer, nous, journalistes. Donc, on est forcément tributaire aujourd'hui de la société. Mais pour autant,
Voilà, l'enjeu aujourd'hui à l'AFP, il est rédactionnel, il n'est pas éditorial, mais il n'est pas pareil partout dans les autres rédactions. Et j'espère qu'on aura été, voilà, on aura poussé la réflexion, et pousser la réflexion, c'est déjà trouver une solution. Faudra qu'on reparle quand même de la disparition mystère des expertes pendant le Covid, hein, parce que pour moi c'est un mystère. Pourquoi elles ont disparu tout d'un coup pendant le Covid? Oui, non, mais j'imagine, mais quand même, une grosse partie s'est évaporée, on ne sait pas pourquoi. Il y a quand même une question, parce on parle d'assignation, mais quelque part, quand on lit les statistiques, hein, c'est que les femmes, en particulier les jeunes femmes, quand elles rentrent dans la profession, en fait, sont plus précarisées, plus pigistes, ont plus de CDD, etc., que de CDI. Alors là aussi, je pense que dans le sport, ça doit être sensible, non, cette question-là. Quelle réflexion ça vous amène sur qu'est-ce qu'on peut faire, voilà. Alors, avant de répondre à la question, je veux juste réagir à deux trucs. Le premier, ce que disait Pauline tout à l'heure par rapport au fait qu'individuellement, vous pouvez changer les choses, ça, j'en suis absolument convaincue. Et dans le même temps, la nécessité de s'associer, et notamment les unes aux autres, me paraît absolument nécessaire. La question de la sororité me paraît être quelque chose de fondamental pour avancer les unes avec les autres. Ça me paraît être quelque chose de vraiment très important pour réussir à avancer dans le combat et de ne pas être que sur du constat, mais bien sûr comment est-ce qu'on change les choses. Donc ça, voilà, c'est vraiment quelque chose que je voulais dire. Sur la question des expertes, rapidement, il y a une scientifique qui s'appelle Carole Gomez qui a établi que pendant la période du premier confinement, 2,8, si je ne dis pas de bêtises, des sujets dans l'équipe étaient consacrés aux féminines, aux athlètes féminines. D'habitude, c'est à peu près 9%. Donc ça a été divisé effectivement par 3. Et les articles qu'on voyait, c'était un tel qui est basketteuse, mais aussi infirmière en ce moment. Du coup, elle est au taquet, etc. Donc, c'était pas en plus, c'était pas vraiment sur le plan sportif. Et il y a eu beaucoup d'articles sur mon Dieu, il faut sauver la Ligue 1, où est-ce qu'en sont les clubs, etc., etc. Voilà, les quelques articles sur les féminines qui, on le sait, l'économie du sport au féminin est bien plus fragile que le sport au masculin. Voilà. Il y a eu très peu d'articles là-dessus, beaucoup plus sur le rugby, le top 14 et la Ligue 1 et l'économie, etc. Ensuite, du coup, pour répondre à la question sur les étudiantes qui sont précarisées, les femmes qui arrivent précarisées dans le métier. Et qui continuent, hein, je veux dire, parce que c'est pas seulement au début de carrière, hein, j'ai l'impression qu'il y en a certaines, ça s'installe dans une forme de précarité. Alors, dans le sport, je dirais que on est surtout sur un problème de nombre à la base, vraiment par rapport un peu à ce que je disais au début, au sens où les jeunes filles qui veulent travailler dans le sport, du coup, peuvent rencontrer des obstacles quand elles se lancent et au bout d'un moment, elles se disent c'est bon, j'en ai ma claque. Quand on a créé l'association, franchement, 9 filles sur 10 nous ont dit c'est génial que l'association existe parce que moi j'ai vécu ça, ou alors j'ai vu des filles qui ont vécu ça, et on a eu des nanas qui sans qu'on leur demande, nous envoyer des témoignages en disant bah moi je voulais être journaliste de sport et puis on m'a dit non. On m'a dit non, tu feras pas ça, etc. Maryse Evan GP, que vous écoutez peut-être sur RMC, elle voulait faire de la télévision et on lui a dit t'es mignonne ma fille, mais par contre t'as pas le physique pour faire de la télé, donc tu vas rester en radio. C'est des choses qui sont extrêmement violentes et qui peuvent évidemment détruire des gens et des carrières. Donc il y a de ce côté-là les filles qui sont empêchées et qui du coup à la fin s'empêchent elles-mêmes. On entend beaucoup de la part des responsables dans les rédactions, des chefs, dire mais moi j'adorerais prendre une fille, mais il n'y en a aucune qui se présente. Donc on sait, quand on va intervenir dans des écoles de journalisme, qu'effectivement les filles qui veulent faire du sport, elles sont en ultra minorité. C'est aussi pour ça qu'on veut être des rôles modèles, c'est pour donner envie. Mais c'est aussi pour les encourager, pour leur dire non, vas-y, lâche pas l'affaire, il faut absolument le faire, etc. Parce que vraiment, c'est un métier qui est super cool. Et tout à l'heure, il y a un journaliste, enfin un jeune parmi vous qui de l'école de journalisme de Tours qui me posait des questions sur le fait de est-ce que ça peut pas dégoûter les filles à la fin, le documentaire de Marie Portolano, etc. J'imagine qu'il y en a certains qui se sont dit, certaines qui se sont dit, mais
En fait, j'ai pas envie d'y aller. Ça a l'air d'être trop dur. Mais heureusement qu'on ne vit pas ça tout au quotidien quand même. Moi, j'ai 8 ans de carrière derrière moi, on va dire, même si j'ai pas fait le parcours classique. Donc, j'ai vraiment, on va dire, galéré au début. Je suis vraiment rentrée par la petite part dans ce métier-là. Et j'ai vécu des faits de sexisme. Mais par contre, ça m'a vraiment donné envie de continuer. Et j'étais bien trop déterminée. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de transmettre et de donner envie à d'autres jeunes filles de le faire parce que c'est tellement cool en fait comme taf que faut surtout pas lâcher à faire. Je vous raconte après le cul qui boit, vous verrez à quel point c'est cool. Non, maintenant. Le cul qui boit, vous voulez le maintenant? C'est l'interbed. Allez. Alors, quelqu'un connaît le cul qui boit ou pas? Quelqu'un pratique un peu du rugby ici ou pas trop? Non, pas trop. Bon, bref. 2015-2016, l'équipe d'Angoulême monte en Pro D2, de Fédéral Lyon à Pro D2, donc le deuxième niveau. Et là, mon chef à Sud-Ouest me dit bon, écoute, je veux un papier ambiance, donc tu te débrouilles, tu vas m'écrire un truc dans le stade sur à quel point c'est la folie. Donc, Angoulême, c'est pas une très grande ville. Tout le monde était, on va dire tout le monde, beaucoup de gens de la ville étaient du coup au stade pour voir le match. Évidemment, envahissement du terrain, c'était une vraie fête, etc. Évidemment, pour raconter tout ça, il fallait aller devant les vestiaires. Donc moi, en plus, à ce moment-là, j'avais seulement 25 ans. J'étais toute jeune, j'avais l'âge de beaucoup de joueurs. Et donc, je me pointe devant les vestiaires. Comme je les avais interviewés, je les ai interviewés depuis 2 ans, ils en avaient rien à foutre que je sois là ou pas. C'était pas leur problème. Et donc, ils dansaient, généralement tout nus, devant moi, etc. Moi, je recopiais ce que j'essayais de prendre comme ambiance. Et tout d'un coup, j'entends cul qui boit, cul qui boit, cul qui boit. Et donc, du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que le cul qui boit? Moi qui ai fait beaucoup de handball dans ma vie, je ne connaissais pas le cul qui boit. Et donc, j'en ai vu un baisser le short d'un autre, verser de la bière dans ses fesses et un troisième se mettre en dessous pour récupérer le délicieux breuvage. Après 80 minutes de match, je peux vous assurer que la bière devait être particulièrement bonne. Et ce jour-là, je me suis dit, c'est aussi ça le sport, c'est aussi apprendre des choses comme ça sur la culture générale. Et donc vraiment, le cul qui boit, j'ai trouvé ça extraordinaire. Je ne l'ai pas mis dans le papier. C'est une très bonne question parce que j'ai trouvé que c'était lié à l'intimité d'un groupe. Et il y avait tellement d'autres choses à raconter que cul qui boit. Il y en a 2 qui dansaient la salsa, etc. J'ai trouvé ça bien plus marrant. Et ça, je me suis dit, c'est leurs fesses, c'est leurs histoires. Et c'est l'intimité d'un groupe. Et je vous le raconte à vous, puisqu'on est juste entre nous. Mais voilà, je ne l'avais pas mis dans mon papier. Peut-être que maintenant, je le mettrai, je ne sais pas. Mais je ne l'avais pas mis dans le papier, finalement. Oui, alors... Ah non, pas du tout. Est-ce qu'il y a des questions, en fait Ah oui, là. Allez-y, parlez. Après, si je peux ajouter quelque chose, je pense aussi qu'il y a beaucoup de paresse journalistique. Hein. C'est-à-dire qu'il y a, en plus, on va prendre les numéros des experts qui sont déjà dans la base, des experts qu'on a déjà testés et en fait qui répondent tout de suite. Donc c'est en fait assez facilement, vous pouvez varier votre carnet d'adresses en le mettant à jour. En fait, c'est pas difficile. Ça demande pas forcément très longtemps, mais en fait, on regarde les dernières études et on prend en fait assez vite attache. Alors, c'est vrai que parfois, il faut faire un peu de travail pédagogie et pas appeler au dernier moment, avoir des gens un peu en amont. Et voilà, c'est du travail, en fait, les sources. C'est la base de notre métier. Si vous n'avez pas de sources, vous n'êtes pas un bon journaliste. Je suis désolée.
Donc, en fait, si vous n'avez pas un bon carnet d'adresses jeune, toiletté, vous aurez les vieilles personnes, en fait. Les vieilles personnes qui sont plus forcément au fait des... c'est un peu comme demander à ma grand-mère de m'installer un nouveau logiciel sur mon ordinateur. Voilà. Donc, voilà, c'est sortir de ça. Et sortons de notre paresse journalistique. Et puis il y a aussi le fait, je voudrais ajouter, parce que c'est un peu du vécu, mais bon, pas pendant le Covid, mais ça s'est prouvé pendant le Covid aussi, c'est que vous avez eu plein de médecins, hommes évidemment, mais qui n'étaient pas forcément tous compétents dans le domaine du Covid. Moi, ça m'a épaté de voir des spécialistes qui n'avaient strictement rien à voir avec le Covid, qui parlaient très très bien, mais qui couraient tous les plateaux. Et pour vous donner aussi une expérience, c'est aussi ce qu'on appelle, nous, les toutologues. C'est-à-dire, en fait, ils sont capables de parler de tout. Et je vais vous donner une anecdote qui m'avait été rapportée, c'est à France Culture. Alors, c'est avant le Covid, hein, mais c'est toujours valable. C'est une journaliste de France Culture qui cherchait une invitée, qui avait trouvé une invitée intéressante sur un sujet économique. Donc, elle demande à l'invité, alors c'était sur un sujet français, évidemment, si elle veut bien venir. Donc, l'experte économiste lui dit bah oui, bien sûr, oui, c'est mon domaine, je connais bien. Et la journaliste qui lui dit et puis on abordera aussi la question de l'économie en Argentine en complément. Et c'est là que l'experte dit mais j'y connais strictement rien. Donc si c'est ça, moi je peux pas venir parce que je vais pas vous parler d'un sujet que je ne connais pas. Et ensuite elle a appelé un expert qui lui n'y connaissait pas beaucoup plus et qui acceptait de venir. Donc tout ça, alors je ne vais pas faire non plus du sexisme à l'envers, hein, mais tout ça pour dire que là aussi il y a ce côté féminin qui fait qu'en fait, et on le retrouve quand on parlait aussi d'un poste de chef ou autre, c'est qu'en fait on veut vraiment être même parfois un peu trop, parce que les femmes parfois ont même un peu peur de justement qu'on les critique parce qu'elles ne sont pas totalement compétentes, elles veulent être à fond sur un sujet, et on le voit avec les expertes, bien souvent on a du mal parce qu'en fait il suffit qu'elles ne soient pas totalement au fait de tout, elles vont préférer dire non. Et puis, en revanche, beaucoup d'hommes, on ne va pas dire tous parce qu'il ne s'agit jamais de généraliser, mais beaucoup d'hommes qui sont tellement contents de venir sur un plateau, s'exprimer au micro ou autre, qui vont accepter en effet quasiment tout et n'importe quoi, les fameux toutologues. Je vais compléter parce que la notion des experts, c'est hyper important parce qu'ils sont très très vite dans les médias, il et elle. Donc effectivement, il y a le GMMP, hein, Isabelle, comme tu l'as rappelé, étude quand même qui date d'un certain temps et qui est extrêmement... Je peux vous dire que pour avoir monitoré une fois un JT de M6, c'est un boulot de folie. Ah ouais, non, c'est vraiment très très gros travail, très sérieux, fait par des équipes de chercheurs et de chercheuses dans maintenant c'est 117 pays, hein, il me semble. 120 cette année, voilà, précision de l'information. Et effectivement, il y a l'INA aussi qui a étudié cette période très spécifique du premier confinement. Et il y a aussi eu un article dans la revue des médias là-dessus, sur cette question. Donc, par exemple, France Télé qui a fait un véritable effort sur la question des experts, il y a une réflexion là-dessus. Sur cette période-là, de mars, donc de triste mémoire, les experts avaient reculé de 40% à 9%. Donc, et en fait, l'analyse, alors je suis désolée, je ne vais pas être précise, de la personne qui avait analysé cela dans la revue des médias, elle disait en fait en temps de crise, on s'adresse à des gens sérieux, et c'est vrai que la parole sérieuse est quand même, on projette plus une parole masculine, et en France, on a une tendance très très forte dans les médias à aller interroger les chefs, et les chefs sont encore beaucoup des hommes, parce qu'il faut avoir cette légitimité du titre, même si en fait la personne qui s'est collée à l'étude, qui s'est collée à l'analyse, c'est pas forcément le chef, hein, qui a vu ça d'un peu loin, mais on va encore avoir tendance à vous pousser à avoir la personne qui a le plus gros titre, excusez-moi de ne pas faire d'analogie plus loin que cela, mais qui est souvent un homme. Et ça a été véritablement pointé pendant la pandémie. Et effectivement, en tant que crise, hein, on dit que rien n'est jamais acquis. Quand on dit qu'il va falloir ne rien lâcher, et individuellement et collectivement, c'est extrêmement important. C'est qu'on voit bien qu'en temps de crise, 40% à 9%, ça pique quand même. C'est beaucoup. Alors, oui. Allez-y. Je suis étudiante en journalisme et je voulais juste signaler qu'il y a un site internet qui s'appelle Les Experts. Oui, le site des experts. Oui. Alors, c'est bien de connaître ça. La meilleure des sources, c'est celle qu'on se fait soi-même. Encore une fois, arrêtez de faire du pré-mâché. La meilleure source, c'est celle dont on a lu la recherche, c'est celle avec qui on a parlé, c'est la mettre en confiance, parce que vous le voyez, je suis quelqu'un de pas du tout timide, mais parler pour l'AFP, qui est ma boîte d'amour chérie,
avec un long héritage, prendre position sur certains débats, venir en parler avec vous, c'est difficile en fait. J'ai le rouge qui me monte aux joues, voilà. Et je peux vous dire que c'est pas parce qu'on vient souvent dans les médias ou qu'on parle souvent devant des assemblées qu'on se sent mieux. Disons qu'on stresse un peu moins avant, mais c'est toujours horrible. Et si vous ferez l'expérience, et j'espère que vous la ferez, c'est d'être interviewé par des collègues. Et en fait, quand la majorité des gens regardent votre passage à la télé ou un long documentaire de 50 minutes sur le terrorisme, le seul truc qu'ils vous disent, c'est « t'étais bien coiffé ». Alors, je comprends ce que ça peut faire pour une chef de service qui s'est tapé le Covid en pleine face, toute seule, avec des gens qui ont été malades dans son équipe et tout. C'est vrai qu'aller se mettre sur des plateaux télé et débattre avec des anciens chefs de service, des gens qui n'y connaissaient rien à leur spécialité, qui divulguaient des fausses informations et qui se basaient sur des constats qui n'existaient pas, j'avoue que je comprends qu'elle préférait travailler. Et c'est vraiment nous, journalistes, où on doit justement créer les conditions d'un bon truc. Alors les expertes, c'est super, mais c'est pas vous qui choisissez vos expertes. Et ça, c'est important, parce qu'en politique, par exemple, c'est important de savoir si cette personne, elle a milité quelque part. C'est important de savoir par qui elle est financée. Et ça, c'est pas écrit sur les expertes. Et vous allez peut-être céder trop vite au truc de « j'ai trouvé une femme ». Et non, on cherche la meilleure source et on fait attention à la parité. Et aujourd'hui, regardez autour de nous, il y a autant d'hommes que de femmes, donc c'est possible de trouver. Et à l'AFP, je veux dire, il y a des journalistes qui ont fait du régalien, des trucs difficiles, qui partent sur les conflits. Voilà. Aujourd'hui, la société a évolué. Il y a des experts partout, je vous le confirme. Je vais rajouter, parce que c'est hyper important, les sources. On y revient, vous êtes étudiante en journalisme, c'est fondamental. Et j'abonde totalement dans ce que dit Pauline. Les expertes, c'était une très bonne initiative parce qu'on partait de rien et qu'il y avait toujours ces réponses des rédactions. Mais les femmes, on n'en trouve pas. Les femmes expertes, il n'y a pas le vivier. Bon, c'est que c'est faux, il faut effectivement les chercher. Et elles-mêmes doivent aussi parfois faire l'effort de se dire j'y vais, même si j'ai peur, même si j'ai jamais parlé sur un plateau. Donc c'est aussi parce que parfois on en sollicite et elles disent non, appelez mon chef, moi, voilà. La notion des expertes, il faut savoir aussi, parce que moi, les responsables de ce site, qui est financé par ailleurs, c'est pas une action complètement qui exclut toute dimension monétaire, mais c'est pas honteux en soi quand on fait du bon boulot. J'ai été aussi sollicitée pour mettre à disposition de mes étudiants et de mes étudiantes, il y a quelques années de ça, le site des experts gratuitement. Et donc, je me suis interrogée en fait, qui décide que ces femmes sont expertes ? C'est exactement ce que dit Pauline. Et en fait, il faut savoir que déjà, ce sont des femmes qui sont déjà suffisamment à l'aise. C'est-à-dire qu'en fait, le premier mouvement, elles viennent d'elles. C'est une femme qui se dit, tiens, ça m'intéresserait sur le site des experts. Je peux vous le dire, j'ai fait l'expérience. En 10 minutes, j'étais experte. Alors, je suis peut-être un peu experte, mais je me suis quand même interrogée. Donc, c'est vous qui vous dites, je remplis les champs. Voilà, il faut effectivement, on vous demande quand même de prouver votre compétence. Il faut avoir publié un peu dans votre champ, etc., etc. Et après, donc, m'a expliqué la personne que j'avais sollicitée en disant, mais en fait, ça se passe comment ? Il y a un comité qui va effectivement valider, mais j'ai pas trop bien compris effectivement. Voilà. Ça ne veut pas dire que les femmes en question ne sont pas expertes. C'est pas ce que je vous dis. Ça veut dire qu'effectivement, ce sont déjà des femmes qui ont la capacité de se rendre visibles, qui vont y aller, et que cette candidature est validée sur des critères qui sont peut-être extrêmement justifiés. Mais j'abonde totalement dans ce que dit Pauline. C'est à vous d'aller chercher qui fera expertise ou pas, quelle sera la meilleure source. Ça peut être un outil d'aide, mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga. Et juste, si je peux rajouter quelques mots sur l'exigence journalistique que vous devez avoir. Depuis tout à l'heure, on parle d'un certain nombre de choses et votre responsabilité en tant que futur journaliste est lourde par un bout, mais c'est ce qui fait aussi la beauté de ce métier. Sur la sémantique, sur les mots utilisés dans le domaine du sport notamment, parmi les premières choses que j'ai faites quand je suis devenue rédactrice en chef du magazine, du trimestriel Les Sportives, qui parle uniquement de sport au féminin, c'est de demander à la secrétaire de rédaction qui d'ailleurs changeait et donc
Arrivé à ce moment-là, je lui ai dit si on faisait de l'écriture inclusive, à quel point c'est une galère pour toi. Je veux pas te surcharger beaucoup plus. On est un petit média, je sais qu'on ne paye pas incroyablement. Est-ce que ça représente beaucoup plus d'heures de travail pour toi ou pas? Elle me dit non, pas du tout. On va faire ça en 2 secondes, tu vas voir. On va utiliser l'écriture épicène et ça va aller beaucoup plus vite. En gros, l'écriture épicène, c'est d'utiliser des mots neutres. Quand on peut, donc athlète plutôt que sportif, etc. Ce qui permet en fait d'aller plus vite, de ne pas rallonger des phrases. Voilà. Donc en fait, on est très facilement passé en écriture inclusive et j'ai interdit à tous les journalistes qui nous rendaient des papiers de parler de football féminin, de handball féminin, etc. Évidemment, le football n'est ni féminin ni masculin, tout comme le handball, etc. C'est soit des hommes, soit des femmes qui pratiquent, mais évidemment, le sport n'a pas de sexe. Et ça, je vous assure que c'est crucial dans le sport, parce qu'en fait, très vite, on est sur... dans n'importe quelle brève. Hier, en Ligue des Champions, le PSG a dominé Manchester City plutôt 2-0, etc. Si c'est les filles, vous pouvez être sûr qu'on va dire en Ligue des Champions féminine, parce que il faut bien préciser quand c'est les filles, sinon la Ligue des Champions normale, c'est les garçons. Et en fait, vous voyez ce qu'on se rentre dans la tête, c'est quelque chose qui n'est pas juste, tout simplement, au-delà d'être féministe ou pas, etc. En fait, ce n'est pas juste. Et c'est là-dessus, je trouve qu'il faut être très précise et très précis. Voilà, c'est de la rigueur journalistique que de s'attacher à ce genre de choses. Et ce n'est pas juste des fantasmes de féministes, quoi. Donc je voudrais peut-être, si je peux me permettre, ajouter un petit point que j'avais relevé en tant que médiateur, qui est quand même fabuleux aussi par rapport à ce que tu dis. C'était un titre, je crois que c'était sur France Inter. Il n'y a plus de Français à Roland-Garros, au moins du côté des hommes. Donc, je ne sais pas les femmes ce que c'est. Ça arrive absolument tout le temps, et je parle absolument pas là du fait, parce que c'était un peu ta question tout à l'heure, qu'il y ait davantage de femmes pour commenter le sport. Qu'est-ce que ça peut changer, davantage de chefs? Quand Candeloro il dit je connais plus d'un anaconda qui aimerait bien je sais pas quoi lui sauter dessus à cette patineuse artistique, a priori une femme n'irait pas dire ça. A priori, pour qualifier une femme. Pareil, Pauline tout à l'heure parlait des photos qu'on doit changer, etc. Évidemment qu'en sport, c'est ultra régulier qu'on ait des gros plans ou des photos de sa poitrine, de ses fesses, etc. Sachez que jusqu'au JO de 2012, à Londres, le maximum autorisé sur les fesses des volleyeuses, des beach volleyeuses, était 7 cm. 7 cm de tissu, donc ça fait à peu près ça sur les fesses. Et en fait, pour qu'il y avait des pays qui voulaient participer, mais qui disaient non, on veut pas que les femmes elles aient aussi peu sur les fesses. Du coup, ils ont agrandi. Et en fait, l'histoire du sport est marquée par ça, et le journalisme n'y échappe pas. Donc il y a cette culture-là dans le sport du corps de la femme. Et puisque la femme n'est pas assez, va être moins rapide, moins musclée qu'un homme a priori. Du coup, ce qu'il faut, c'est mettre en valeur sa poitrine, etc., etc. Et le nombre de papiers sur elle est sportive, mais aussi maman, putain, j'en peux plus de lire ça. Et donc, vraiment, de catégoriser les femmes, etc. Et donc, ça, je vous assure, quand vous êtes... Si vous êtes plus tard journaliste sportif ou sportive, et ou tout simplement en tant que lecteur ou lectrice, mais indignez-vous devant ce genre de papier et ne recommettez pas ces erreurs-là, s'il vous plaît. Oui, une question, hein. Mais quand même, c'est systématique, pas seulement pour les sportives, hein, parce qu'on qualifie toujours une femme politique, elle a 2 enfants, etc. On dira. Oui, en fait, c'est un miroir grossissant dans le sport, mais vous l'avez peut-être vu, cette vidéo de Brut là, qui reprend la place des femmes là, à l'Assemblée nationale, et les différentes femmes là, qui ont été, à chaque fois qu'elles étaient en robe fleurie ou je ne sais quoi, traitées de poissonnières ou sifflées parce qu'elles avaient une robe, alors que c'est les gens qui sont censés être parmi les plus évolués de notre société à l'Assemblée nationale. Franchement, ça fait peur. Bonjour, je m'appelle Alice. J'aimerais rebondir sur l'écriture inclusive, notamment parce que là on parle de 2 genres qui sont les femmes et les hommes, mais il y a aussi des personnes qui sont très invisibilisées, c'est les personnes non binaires, et que du coup il n'y a pas non plus que l'écriture où on peut être là-dessus. Est-ce que vous, dans vos rédactions, vous faites en sorte de mettre aussi ça en place et de visibiliser ces personnes-là? Alors oui, à l'AFP, hein. Puisque c'est quand même la base. Oui, c'est récent quand même, hein. Je vous rassure, on est quand même une grosse boîte qui avance lentement mais sûrement. Oui, nous, ça a été, c'est des consignes qui ont été données à l'été 2021, donc vous voyez, c'est tout récent. Donc on est sorti du confinement, mais on n'a pas lâché l'affaire.
Oui, après, évidemment qu'il il faut tenir compte des gens qu'on interroge. Après, il y a comment la personne se revendique et rendre aussi en fait compréhensible pour des gens qui ne savent pas ce qui est derrière une transition, par exemple. Il faut quand même se mettre à la place de gens qui connaissent pas, en fait. Donc notre travail d'abord, c'est la pédagogie. Donc c'est dire les choses le plus justement possible sans que ça entraîne voilà, une blessure d'un côté ou d'un autre ou une incompréhension. Et c'est pour ça qu'en fait, toutes les consignes éditoriales, elles sont très importantes. Ça a été discuté très longtemps avec des jeunes journalistes, des anciens journalistes, pour justement arriver, et c'est ça qui est intéressant dans notre travail, c'est le débat. C'est ce qui nous a manqué cruellement pendant la pandémie quand on était en distanciel. Et de ce débat, justement, on a eu des consignes assez claires là-dessus. C'est vrai qu'on travaille aussi beaucoup en anglais, et en anglais, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus difficile de le faire en français. Il y a des vraies différences aussi voilà, internationales entre les pays d'évolution, des mentalités, tout ça. Donc oui, on le fait, mais il a fallu trouver voilà, un point d'équilibre. Je ne pense pas qu'il faut céder voilà, à toutes un peu les nouveaux langages, les nouvelles expressions, parce que voilà, il y a plein de gens qui ne savent pas parler de transidentité. En fait, c'est compliqué. Le genre, c'est pas forcément l'orientation sexuelle. En fait, c'est très différent. C'est une identité, comment on se revendique. Voilà, c'est d'expliquer ça. Je veux dire, moi, j'ai 38 ans. Il y a des choses que j'ai appris. Enfin, on évolue tout le temps. Et voilà, c'est ce débat qu'il faut avoir dans les rédactions. Et quand on n'est pas d'accord, il faut le dire, en fait. Parce que si vous ne le dites pas, vous ne pouvez pas ruminer. Tout à fait, non, je prenais cet exemple-là, évidemment. Non, je prenais cet exemple-là, mais en fait, de toute façon, pour les gens qui sont pas trop sur le genre, en fait, très vite, en fait, on tombe dans la marge des fiertés, en fait. Et effectivement, comment on se définit, est-ce qu'on est ni homme ni femme, comment on l'explique? En fait, il y a beaucoup de gens qui sont démunis. C'est pour ça que c'est important de donner des guides aux journalistes pour éviter la sortie de route. Peut-être un petit point rapide. Par exemple, moi je trouve ça très positif puisque tu parlais de l'AFP. France Télévisions, donc l'université France Télévisions, m'a demandé de mettre au point un cours. Donc j'ai commencé, on a fait le test en juin, ça a bien fonctionné. La semaine prochaine, je ferai ma deuxième journée de formation justement autour des transidentités et des genres et évoquer notamment la non-binarité. C'est vrai que j'avais découvert, mais c'est un peu normal, hein, les 10 ou 12 journalistes que j'avais la première fois en juin tombaient des nues sur toutes les explications, ne serait-ce qu'en effet ne pas confondre aussi les orientations sexuelles et l'identité et la non-binarité. Pour beaucoup, ça ne parlait absolument pas. Donc en effet, il y a vraiment un travail pédagogique à faire. Et là, je félicite d'ailleurs, c'est Delphine Ernotte qui a souhaité que tous les journalistes, alors on est loin d'en avoir fait passer tous, pour l'instant il n'y en a que 12, il y en aura, je pense, encore 12 donc, la semaine prochaine. Mais il faut qu'on avance là-dessus parce que c'est quelque chose qui a existé de tout temps, mais qui, là, d'un seul coup, se révèle. Donc, c'est vrai que c'est nouveau. Et alors, la société n'y connaît quasiment rien là-dessus. Mais c'est encore une fois aux journalistes, c'est leur rôle de faire avancer la réflexion au niveau de la société et de faire avancer les mentalités. Oui, enfin, la société, c'est quand même la société qui pousse quand même à l'évolution des journalistes. Hein. Les deux, non. Non, parce que quelque part, on peut dire que moi, je trouve, enfin bon, après, c'est mon âge, hein, je trouve les journalistes très très conservateurs sur tout ce qui est évolution de société, sur le vocabulaire. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai. Après, ça se retrouve sans doute dans le sport, ça se retrouve, etc., dans le vocabulaire employé, mais c'est quand même très, très conservateur. Alors, je crois que c'est dans les deux sens, hein, parce qu'en fait, de fait, c'est vrai que c'est la société qui va faire évoluer, mais souvent, c'est quand même une petite minorité qui va susciter une réaction et finalement une prise de conscience des journalistes. Mais les journalistes sont là pour amplifier le mouvement, parce que la société, à elle toute seule, va avoir... D'ailleurs, tu me posais la question tout à l'heure sur le communautarisme. Si on reste dans le communautarisme, on ne fera jamais avancer les choses parce qu'on reste entre personnes qui s'y connaissent. Au contraire, c'est ça l'intérêt du journalisme et c'est ça que j'adore, c'est un des plus beaux métiers du monde. C'est qu'en fait, on est là justement pour diffuser l'information, diffuser la culture, faire évoluer
les mentalités et sans militantisme, simplement en se basant sur des faits, sur des réalités. Et c'est ça qui est formidable. C'est pour ça qu'en fait, moi je trouve que c'est un peu dans les deux sens. Après, si je peux me permettre de rebondir, Marc, sur le côté conservateur, je pense que il y a, ça pousse, et ça pousse du côté des jeunes. Enfin, je pense qu'on peut le dire. Vis-à-vis de des freins alors, super puissants. il faut voir qui détient les clés de décision. C'est ça aussi, parce qu'il y a des rédactions en chef. Et encore une fois, on ne fait pas d'amalgame entre l'âge et le conservatisme. Mais effectivement, en tout cas, ces sujets pour lesquels il faut prendre du temps, certains et certaines ne sont pas forcément arrivés à cette compréhension. Et il y a, moi j'ai l'habitude de dire à mes étudiants et mes étudiantes, quand un rédac-chef ou une rédac-chef te dit ce sujet n'intéressera pas les lecteurs ou les lectrices, alors bien malin saurait dire ce qui intéresse vraiment les lecteurs et les lectrices. Mais moi, j'ai souvent entendu dans ma vie professionnelle, ça ne m'intéresse pas moi. Et évidemment, les journalistes ne sont pas des êtres neutres ni objectifs. Voilà, ils tentent de faire honnêtement leur métier, ce qui est déjà pas mal. Mais effectivement, je me souviens du rédacteur en chef d'un très très grand média écrit qui m'a dit clairement que la question des féminicides, pour eux, c'était pas du tout dans le scope. Ils pensaient que ça n'intéressait personne, que ce n'était pas vraiment un sujet, et que c'est parce qu'il y avait eu une arrivée assez massive de jeunes femmes journalistes au web, parce que souvent c'est un petit peu les premiers postes d'entrée, qui ont poussé, parce qu'elles étaient plusieurs, en disant mais il y a un vrai sujet, il faut vous en emparer, sinon vous allez passer à côté de quelque chose. Il n'y croyait pas trop, mais il a eu l'intelligence de leur dire on va voir, on avance, et voilà. Et c'est un média qui a été reconnu pour le travail qu'ils ont fait sur cette question-là. Ils ont même été primés pour ça, alors que très clairement au début, ils y allaient avec beaucoup de frilosité, et aussi parce que ce soit conscient ou inconscient, on s'intéresse aussi à des sujets qui sont propres de nos propres préoccupations, et les préoccupations sont aussi genrées. Excusez-moi de faire peut-être une comparaison un peu osée, mais je pense qu'en recherche, il y a plus d'hommes à la tête de laboratoires de recherche que de femmes, et je pense que c'est par hasard s'il y a beaucoup plus de recherche sur les troubles de l'érection que sur l'endométriose. Je pense que ce n'est pas tout à fait un hasard. Et je pense que c'est pareil en journalisme. Ce sont effectivement la question des règles. On ne peut pas en parler, c'est tabou, puis ça n'intéresse personne. En fait, ça intéresse quand même une bonne partie de l'humanité. Et quand il y a certaines jeunes femmes ont commencé à pousser pour en parler, dans une réaction, moi j'ai un exemple d'un média en tête, et en fait, l'article qui a été publié sur le web a fait un tabac, et à la stupeur quand même d'un certain nombre de journalistes qui disent jamais on aurait cru. Donc il y a quand même il y a ça qui pousse quand même aussi, parce qu'encore une fois, ce qui intéresse le lecteur et la lectrice, c'est pas toujours ce que l'on pense. Oui. J'aimerais rebondir sur ce que vous avez dit, que le média pensait que ça n'allait pas marcher et que les journalistes femmes lui ont dit vous allez passer à côté d'une chose. J'aimerais reprendre la citation de Virginie Despentes. Le féminisme est une révolution, pas un réaménagement des consignes marketing. Et justement, est-ce que là, il y a un truc qu'il faut faire gaffe aussi, c'est bien de sensibiliser, c'est bien de mettre en avant des femmes, etc. Mais que ça ne doit pas être un coup marketing pour qu'après, des médias qui n'ont pas voulu traiter les féministes soient primés à la fin, et qu'il faut vraiment aussi faire gaffe qu'il y a vraiment un changement de mentalité et pas juste de coup de pub en fait. Et là-dessus, je peux réagir, puis Majaline pourra compléter, parce que ça concerne le sport, notamment le sport féminin. Parce que quand j'étais médiatrice des antennes de Radio France, ce qui revenait très, 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 très souvent dans les réactions des auditeurs, et principalement des auditrices, c'était la place du sport féminin, qui n'était quasiment jamais présent sur nos antennes. Et j'en ai fait un combat. C'est la seule fois, d'ailleurs, je pense, dans l'histoire peut-être d'un médiateur, d'une médiatrice, d'avoir été insulté, et c'était par le service des sports que j'avais été insulté, parce que c'est vrai, je leur cassais les pieds avec le fait qu'on ne parlait quasiment jamais de sport féminin. Et en fait, ça a commencé à changer, et tu as raison, c'est vraiment une question quasiment marketing. C'est au moment où il y a eu, alors je ne suis pas une fanatique du foot, mais c'était quoi? C'était le championnat du monde de football féminin, et ça, où ça a commencé à marcher. En 2011. Ouais, ça a commencé à marcher sur les antennes. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, on est bien dans le marketing, c'est-à-dire qu'en fait, notamment les chaînes se sont dit finalement, ça a l'air de marcher, donc ça va nous rapporter de la pub. Et c'est vrai qu'il y a ce phénomène-là qui aussi peut, j'allais dire tant mieux, ça permet, et notamment, moi je l'ai vu au fil sur France Inter ou France Info, et on n'est pas lié à la pub, mais il n'empêche que c'était un mouvement, en effet, sur les chaînes privées, en tout cas, qui était lié au fait qu'il y avait de la pub, donc côté marketing qui était intéressant. Enfin, je pense que tu peux compléter là-dessus. Oui, moi je dirais, parce que évidemment j'entends tout à fait ta remarque, et on l'a vu d'ailleurs après le documentaire de Marie
Partolano. On a vu des chefs aussi qui étaient interviewés là-dessus, sur la situation des femmes dans leur rédaction, et qui disaient à quel point c'était important, etc. Et nous, on savait en interne que les chefs, ils se comportaient n'importe comment. Donc, évidemment qu'il faut faire attention. Mais j'ai envie de dire que si le féminisme est devenu à la mode, franchement, tant mieux. Au bout d'un moment, prenons ce qu'on a à prendre. Pour l'instant, la réalité du sport au féminin, c'est que ça représente 18% de l'offre télévisuelle globale. Donc 18%, c'est quasiment rien. En 2014, c'était 7%. Ça veut dire qu'on a plus que doublé en quelques années. Mais pour autant, les athlètes féminines sont extrêmement peu visibles à la télévision. Et donc, il y a encore énormément de choses à faire. Et si parce que ça fait bien de mettre des nanas à la télévision, parce que effectivement, en fait, ça intéresse les gens. C'est ça, en fait, le vrai problème, c'est que les rédacteurs en chef, dans leur majorité, sont des hommes blancs de plus de 50 ans et sont persuadés que ça ne va intéresser personne d'aller filmer des féminines en train de... Enfin voilà, sur n'importe quel sport. Et c'est là l'un des problèmes. Si derrière ça rencontre du public, etc., comme ça a été le cas notamment sur la dernière Coupe du Monde... Et bah, tant mieux, et faisons du marketing là-dessus, et faisons en sorte qu'elle soit tout simplement plus visible, quoi, parce qu'on connaît encore bien trop peu, le grand public connaît encore bien trop peu le nom de 3 joueuses de l'équipe de France de foot ou de hand, etc., quoi. Et là-dessus, les JO, c'est toujours un événement top, parce que en fait, c'est ceux et celles qui performent qui sont mis en valeur, et comme il y a beaucoup de nanas qui performent, du coup, enfin, on les voit. Je te rassure, c'est pas si à la mode que ça. Ça reste le 8 mars. Voilà. On reste quand même sur un marché de niche. Donc, il y a encore, on n'est pas encore... Et en fait, quand le marketing utilise ça, ils ont déjà utilisé les femmes comme si marketing. Je crois qu'aujourd'hui, c'est aussi à nous, femmes et hommes, de mettre notre pouvoir d'achat dans des médias qui nous ressemblent, s'abonner à ceux qui nous ressemblent, à ceux qui ont des bonnes lignes éditoriales. Voilà, on a aussi, nous, en tant que citoyens, on est aujourd'hui dans un sommet où on parle d'environnement, d'écologie. À nous aussi, individuellement, de financer les bonnes personnes, de regarder les bonnes chaînes de télé, d'écouter les bonnes radios, entre guillemets, et voilà, et d'être vigilant, en fait, à voir si effectivement c'est un engagement ponctuel ou sur la durée. Je crois qu'on a mis, à un moment, on a beaucoup critiqué l'équipe sur le fait qu'elle n'avait pas fait sa une sur l'équipe de hand féminine. L'AFP et l'équipe étaient les 2 seules rédactions qui étaient au dernier match de foot des femmes. Donc il faut voir aussi sur la durée. Je ne pense pas qu'on peut non plus critiquer les journaux sur pardon. C'est sur la longueur, en fait. Sur sa longueur, oui, sur le changement de... L'équipe a quand même un lourd passif. Oui, mais on a tous un lourd passif, en fait. Et c'est de se dire, ok, ça, on n'a pas bien fait. Qu'est-ce qu'on fait pour avancer ? Parce que si on commence par là, en fait, on a tous des grosses casseroles. C'est vrai. Des questions ou Oui. Alors, j'en ai une là, et puis après, là-bas. Attendez. Vous l'avez déjà un peu évoqué tout à l'heure par rapport aux écueils. Qu'est-ce que vous conseilleriez pour éviter justement pas, vous disiez avec le mot transsexuel qui vous a heurté, parce que quand on n'est pas dans cette catégorie-là, ou même tout ce qui est lié aux questions de race, quand on n'est pas racisé soi-même, et qu'on peut pas heurter les gens, mais des fois on est juste nous-mêmes, on ne sait pas en fait, comme on est aussi en apprentissage. Est-ce qu'il existe des formations pour éviter ça? Est-ce que vous pouvez nous donner des conseils pour éviter ce genre d'effet et heurter un lectorat qui est concerné? C'est une bonne question, mais déjà, et d'ailleurs on en a discuté tout à l'heure quand on a préparé ce débat, et on se disait qu'en fait, un journaliste, une journaliste, au départ, doit poser les questions et se renseigner. C'est quand même, on parlait des sources, on parlait des experts ou autres. À chaque fois, le journaliste, il ne faut pas que tout lui tombe tout cuit dans le bec. Il y a un vrai boulot. Moi, ce qui m'a toujours épaté avec certains journalistes que j'ai bien connus, c'est de partir en reportage sans avoir préparé quoi que ce soit, ou faire une interview sans même s'être renseigné.
Et c'est là que ça donne des questions qui n'ont aucun intérêt. Et qui, bon, alors là, je sors un peu du sujet, mais tout ça pour dire que la responsabilité journalistique est importante. Et là, par exemple, en effet, sur la transidentité qui reste encore, j'allais dire peut-être quelque chose d'assez particulier, parce que peu de gens sont... encore une fois, la transidentité existe depuis très longtemps. Dans mon cours, d'ailleurs, je parle de mythologie, parce qu'on en parlait déjà au moment de la mythologie. Bon, après, il y a eu des siècles où on n'en a plus parlé. Là, on en reparle, et c'est bien. Mais tout le monde n'est pas au fait. On ne peut pas reprocher aux gens de ne pas être au fait. Mais quand on est journaliste, on pose la question. Déjà, on demande à la personne comment elle veut être qualifiée. Il, elle, yel. Si on ne comprend pas très bien la non-binarité, et ça peut se comprendre, eh bien, on pose la question. Et la personne sera heureuse d'expliquer et éviter qu'il y ait une bêtise qui soit dite. Donc voilà, je pense que c'est vraiment la base même du journalisme. Oui, pour compléter sur cette question, excusez-moi, puisque donc effectivement demander à la personne comment elle se caractérise. Après, comme l'a dit Pauline, il faut aussi que ce soit compréhensible par la personne qui reçoit le message. Donc il faut faire les deux en fait, hein, parce que sinon, effectivement, si elle se reconnaît, mais que si elle est la seule à se reconnaître dans l'article et que si on n'a pas fait passer un message, donc il y a les deux champs. Et puis il y a des collectifs et des associations de journalistes qui ont travaillé sur ces questions, qui ont pris conscience que, on sait très bien comment c'est le journalisme. Parfois on a le temps, et puis d'autres fois on a moins le temps, et on court tout le temps après le temps, et qui ont considéré il fallait aussi les aider, leur donner des outils. Donc prenons la Une, a par exemple fait effectivement à travailler sur les bons mots à utiliser, et que c'est en ligne et c'est accessible. La JL, hein, qui est aussi l'association des journalistes LGBTQI+, a fait ce travail-là, a commencé à faire ce travail au moment du mariage pour tous, parce que ça a été un festival d'un point de vue effectivement du traitement médiatique de ces questions. Donc, alors après ces outils, il y a des avantages, il y a des inconvénients, etc. Mais c'est des outils, et comme pour les experts, c'est des outils. À vous aussi de faire votre boulot derrière, mais c'est un premier pas vers une meilleure compréhension. Mais effectivement, il faut faire son boulot de journaliste et aller chercher l'info, quoi. Et moi, je pourrais même te conseiller, il y a plein de podcasts en ligne là-dessus, c'est incroyable, Oui. que de journalistes, justement, qui se sont renseignés des ouvrages, et comme vous l'avez dit, je reformule juste, que il y a des sources qui permettent de comprendre ça. Moi-même, je suis une femme cis, bourgeoise et blanche, je ne connaissais rien à ça. Il y a des podcasts Binge Radio, Arte Radio là-dessus, ils sont juste incroyables. Nouvelle Écoute aussi. Et il y a Lorraine Bastille qui vient samedi. Et là-dessus, c'est comme ça que je me suis formée à ça. Et ils ont fait ce taf-là, ils ont trouvé les personnes. Parce que c'est aussi délicat quand il y a des personnes en face qui sont non-binaires, trans ou racisées, de poser la question, parce que des fois tu vas être maladroit, eux-mêmes ils peuvent se sentir offusqués, et du coup, des fois, se renseigner, et si tu comprends vraiment pas, demander, j'y connais rien, est-ce que ça te dérange que je te pose la question? Franchement, il n'y a aucune honte de ne pas savoir, mais amener déjà le fait que tu ne sais pas. Et C'est ça. Oui, tout à fait. J'avais une autre question là par là. Non, Là, personne et n'a là. disparu. Si, Il y a si. deux Voilà. questions aussi ici. Le kit. Ouais. Absolument. D'accord. Ok. Donc la question. Il y avait une question là, Oui. une question là, Marc. Après. Ici, tout à gauche. Comment est-ce qu'on se présente dans une rédaction si par exemple il y a un article ou des propos dans un article où on est contre, où on considère que c'est vraiment pas bien en termes de représentation, etc. Comment est-ce qu'on le signale, parce qu'on est jeune journaliste, qu'on n'a probablement pas la légitimité et qu'on peut aussi aller se faire critiquer ou être mal perçu par la rédaction. Donc comment est-ce qu'on se positionne, parce que en même temps on a quand même envie d'avancer dans ce métier, quoi. Alors moi, c'est un conseil que je donne d'ailleurs dans le cours, un des cours que je donne à l'école de journalisme de Sciences Po. C'est en effet, n'allez pas frontalement en conférence de rédaction le dire. Là, ça va très mal passer. Et en revanche, ce qu'il faut faire, et dans certaines écoles, certaines rédactions, tu disais d'ailleurs ce matin qu'il y avait des espèces de parrains ou de marraines, sans qu'il y ait forcément un parrain ou une marraine.
tu vas forcément peut-être avoir une affinité avec un ou une journaliste titulaire. Et c'est là, il faut en parler. Il faut surtout en parler. En effet, il ne faut pas laisser passer des choses pareilles. Mais ne va pas frontalement au combat. C'est courageux. Mais encore une fois, quand vous débutez, malheureusement, c'est facile d'éjecter un ou une pigiste. Donc, ce serait vraiment dommage. Je ne te le conseille pas. En revanche, t'en parles à quelqu'un qui est vraiment bien installé, en qui tu as confiance, hein, qui peut être quelqu'un d'ailleurs de jeune aussi, hein, qui sort d'une école, mais qui est titularisé. Et après, voilà, c'est le conseil que je donne toujours aux journalistes. En effet, il ne faut pas laisser passer ce genre de choses, mais n'allez pas frontalement au combat. C'est un peu dangereux. Je vais compléter parce que c'est extrêmement important. C'est-à-dire que vous avez envie de faire changer les choses, mais il y a la réalité. La réalité, c'est les précaires. Voilà. C'est la précarité, hein, qu'elle soit effectivement dans votre vision du traitement journalistique ou qu'elle soit dans la façon dont on va vous traiter. Tous les scandales de harcèlement sexiste, sexuel, d'agression, on montre bien que ça touche majoritairement des jeunes, plutôt des jeunes femmes et plutôt en situation de précarité. Il n'y a pas de hasard, hein. Donc là-dessus, je rebondis sur ce qu'a dit Béatrice. Ne pas y aller seul, ne pas y aller à chaud. Être à plusieurs et objectiver, c'est-à-dire peut-être sur 1, 2, 3 exemples, se dire que vous pouvez peut-être créer un débat en disant je pense que ce serait intéressant de réfléchir à notre traitement médiatique sur telle ou telle question. J'ai une ancienne étudiante qui était dans une rédaction, elle était très sensibilisée à ces questions-là et elle a proposé au Red-Chef même de faire une réunion régulière pour réfléchir au traitement médiatique de certaines questions sursensibles, en particulier la question du traitement de l'islam, qu'il a travaillé beaucoup, et que, voilà, d'en débattre ensemble. Est-ce que là c'est problématique ou pas? Est-ce qu'on caractérise vraiment les faits ou est-ce qu'on amène un biais? Et donc, elle a réussi à installer ça, mais elle n'y était pas toute seule. Et elle l'a fait sans arriver à chaud en accusation, mais en disant je pense qu'on aurait tous et tout intérêt à porter ce débat. Alors, ce n'est pas évident, on peut vous dire non, en fait. Mais en tout cas, elle avait réussi à le faire et je trouvais que c'était une bonne méthode. Ouais, je rajouterais juste, pour répondre à cette question et répondre un peu... Juste 30 secondes. Pauline doit nous quitter parce qu'elle a un train. Un côté un peu Bernadette Chirac, Mais je suis désolée. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vais partir hyper discrètement. Au revoir, Pauline. Voilà, mais n'hésitez pas, voilà, pauline.talagrand@afp.com. Si un jour vous avez un problème dans une rédaction, je donne aussi des cours en école de journalisme. Et voilà, on sera toujours là pour vous aider, vous donner aussi le manuel de l'agencier qui peut être très bien partagé avec tout ce qu'on a fait comme changement et vous dire que voilà, il faut y croire et voilà, n'abandonnez pas. Et à la question de la jeune fille qui disait moi je dirais oui, il faut le dire du moment que c'est poli et gentiment, oui, il faut le dire en fait. Je pense que maintenant il faut y aller un peu plus violemment parce que et j'ajouterais et argumenter. ouais, oui, c'est d'expliquer en fait, genre poliment, posément, en fait, de dire écoute, moi là j'ai un petit problème. Alors, c'est pas dire effectivement je suis d'accord avec Béatrice, dire devant tout le monde et tout, la personne qui a écrit l'article des fois le fait de bonne foi et voilà. Mais en fait, à force de dire on a retardé, à force d'attendre, à force de dire on lui laisse la parole, à force de dire je le dirai après, on ne le dit jamais, et puis voilà, on ne change pas, et puis tout ce qu'on a dit, on l'a dit pour les femmes, parce qu'on veut, et c'est bien de pousser les femmes, c'est à vous aussi, messieurs, qu'on s'adressait. Moi, j'ai des collègues hommes qui sont intervenus quand quelqu'un est venu me couper la parole en disant on ne coupe pas la parole à la rédactrice en chef. Et ben, je lui en suis reconnaissante et il m'a dit je ne vois pas pourquoi tu me dis merci, c'était la politesse. Donc merci à tous ceux qui nous aident parce que c'est très important pour nous de voir des femmes et des hommes qui à un moment nous disent je suis avec toi. Voilà, c'est important, donc marquez aussi votre soutien, ça fait du bien. Voilà. Au revoir Bernadette. mais juste pour abonder effectivement dans ce sens-là, si jamais vous avez un problème dans une rédac, de manière générale, je pense que parmi les trucs à faire, c'est effectivement de comprendre qui peuvent être vos alliés dans une rédaction, à qui vous pouvez parler sans que ça puisse être trop compliqué. Donc effectivement, il y a les parrains, les marraines parfois. Toujours faire preuve de beaucoup d'humilité, mais ça c'est maintenant au début de votre carrière comme dans 30 ans. Soyez très humble et osez poser toutes les questions qui vous viennent en tête à partir du moment où c'est
argumenté, construit, etc., ça peut toujours passer. Et donc, effectivement, si un collègue ou une collègue a un mauvais comportement ou va en permanence faire des articles qui vous questionnent, qui vous dérangent sur le traitement de l'info, parlez-en à quelqu'un qui va vous écouter très simplement, mais ne vous interdisez surtout pas d'aller lui en parler. Allez lui poser la question de manière très naïve. Tant que vous êtes jeune, profitez de votre âge pour prendre ce sourire idiot, un peu naïf, de « écoute, j'ai pas bien compris, pourquoi est-ce que tu as dit les choses comme ça, parce que moi j'avais cru comprendre que c'était plutôt comme ça ». Et là, vous verrez bien ce que la personne elle vous répond. Soit il y a des principes qui sont extrêmement ancrés dans sa tête, la personne est capable d'expliquer. Vous serez peut-être pas d'accord avec lui, mais à la fin, il est capable d'expliquer. Soit, en fait, ça fait 30 ans qu'il ou elle fonctionne comme ça, et arrêtez de se remettre en cause. Et ça vous donnera bien l'image du journaliste que vous ne voulez pas être. Ce métier, c'est extrêmement important, et c'est aussi pour ça que moi, régulièrement, je vais donner des cours dans des écoles aussi, de ne pas se sentir, parce que je pense que c'est un vrai défaut du métier, au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans d'expérience, de se sentir le roi du monde ou la reine du monde, qu'on sait tout, à propos de tout, etc., etc. Ce métier, il ne vaut que si on est capable en permanence de se remettre en question. Et juste pour compléter, et après il y a une question, allez lire, c'est en accès libre, cet article du Nouvel Obs qui a été écrit par une ancienne de mon école et qui s'est posé la question, c'est sur l'Obs, elle travaille à l'Obs et elle s'est dit mais pourquoi à l'Obs, journal humaniste de centre-gauche. On en est encore là, ça s'appelle l'Obs fait son introspection. Pourquoi si peu de femmes? Elle a une l'Obs fait son introspection. Et elle a fait ce travail-là avec une autre de ses collègues, c'est-à-dire qu'elle a pris les couves pendant plusieurs semaines, les articles, les experts, etc. Elle a constaté que, comme le disait Isabelle Garcin-Marot tout à l'heure, on n'y était vraiment pas. Et elle est allée voir. Dans le cadre de cette enquête, ça a été publié, elle est allée voir les chefs de service, les red chefs, et lisez les réponses. C'est extrêmement intéressant, et là je pense que vous saurez là où il faut appuyer pour faire avancer les choses. C'est extrêmement instructif. Je ne vous dis pas la fin, parce que comme ça va vous inciter à y aller. Donc, on va prendre la dernière question, et après nous rendrons l'antenne, puisque... Et du coup, ça permet de ne pas stigmatiser les uns ou les autres. Tout le monde est sur le même journal au même moment. Ils regardent effectivement tel sujet, qu'est-ce qu'il y a eu. Ça a donné lieu à un accord d'entreprise, donc il y a eu beaucoup de discussions. Et ça, c'est des sujets qui peuvent être menés collectivement. Donc vous pouvez être aussi à l'initiative, proposer des choses comme ça dans les rédactions où vous allez travailler. C'est de dire, voilà, on pourrait faire ça tous ensemble régulièrement. Et je voulais dire aussi, mais c'est aussi un peu de manière intéressée que je dis ça, sur notre site internet, tous les 8 du mois, on essaie de poster une info qui a trait à ces sujets-là. Donc justement, on n'est pas traité ça que le 8 mars. Et donc, voilà, s'il y a des initiatives, on est preneurs de les relayer pour justement sensibiliser nos adhérents à un traitement un peu plus juste. Voilà, et puis on ne veut plus entendre dans les écoles, comme je l'ai entendu quand je suis arrivée dans cette école, de la part d'un éminent journaliste télé. Celle-là, elle a une tête de radio. J'ai mis 3 minutes avant de comprendre ce que ça voulait dire. Alors, vous pouvez le décliner à l'infini. On peut aussi avoir une voix de presse écrite. Je pense que ça marche très bien en radio aussi. Mais ce serait bien que ça cesse, quoi. Oui, alors, juste pour clore, Béatrice, tu veux nous faire rire? Oui, enfin, faire rire jaune, mais simplement pour Est-ce vous que montrer... c'est mieux que le cul qui boit ou pas? Bon, je sais pas, chacun l'impression, jugera. Mais justement, c'était des remarques qui ont été faites sur ce que on en parlait tout à l'heure du sexisme ordinaire et que j'avais relevé sur nos antennes de Radio France, qui sont quand même assez éloquentes et encore vraiment du boulot là-dessus. C'est par exemple en titre, la PMA va être ouverte à toutes les femmes, même aux lesbiennes. Donc c'est quand même une autre émission quand même, Le Masque et la Plume, qui est quand même pas, j'allais dire, l'émission la plus sexiste. Ce livre est vraiment faible, écrit pour des adolescents, digne d'un premier roman, un premier roman écrit pour une jeune fille, par une jeune fille, pardon.
Donc c'est quand même aussi... Oui, enfin, la moyenne d'âge, là, pour le coup, des critiques du masculin. Oui. Bon. C'est pas les plus jeunes, on est d'accord. Et puis bon, il y avait aussi cette remarque, c'était sur France Info, c'était une dirigeante qui était interrogée, bon, interview plutôt longue, et qui évoquait le fait que son mari faisait les courses et la cuisine, et le journaliste lui dit, bah, finalement, il fait tout à la maison. Est-ce que dans l'autre sens, on aurait dit la même chose? Non. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, l'histoire de la rentrée des mamans. Ça, je vous l'ai dit, d'accord. Donc, voilà, je voudrais quand même terminer aussi par une note d'espoir et parler du sport, parce que ça a été, encore une fois, un de mes gros combats, le sport féminin. Et j'avais trouvé ça m'avait tellement touché, j'ai pas arrêté d'en parler à ce moment-là à Radio France. C'était un enseignant qui nous avait écrit. Ça m'avait beaucoup touché, je trouvais que c'était formidable quand on essaie justement de faire avancer le sport féminin sur nos antennes. Il disait ce dimanche matin, dans le journal des sports, aucune information sur la moindre rencontre féminine. Pas étonnant que des élèves de 6e, dans le cadre d'une séance sur l'égalité filles-garçons, me disent que le sport, c'est pour les garçons. Au XXIe siècle, j'aimerais tant que ce message change le traitement du sport au féminin dans les médias. Et moi, je trouvais que c'était vraiment formidable. Et j'espère que ça fait réfléchir quelques-uns chez nous. Bien, ben on va s'arrêter là. Hein. On va rendre l'antenne, comme on dit. Merci à toutes. Hein. N'oubliez pas que ça continue. Hein. Il y a la remise des prix EMI.